La toile était en ébullition lundi dernier. La nouvelle, comme dans un rêve debout, battait tous les records. L'inimaginable venait de se produire. Le boxeur Maurice Kamto disqualifié de la course vers Etoudi qui aura lieu le 12 octobre prochain. Deuxième force politique du pays, si l'on s'en tient au résultat de 2018, il s'est vu recalé par le Conseil constitutionnel qui entérinait ainsi la décision du Conseil électoral d'Election Cameroun. Certains hommes du droit indiquent qu'au sujet des 35 recours déposés, le droit a été dit conformément aux règles, mais la société civile, elle, crie au scandale devant ce qui s'apparente à une sorte de politisation du judiciaire, mettant à mal la croyance qui veut que la justice soit pourtant libre. Policiers et gendarmes ça et là, les interpellations innombrables que le pouvoir justifie du préventif au désordre et aux réactions insurrectionnelles. Cependant, cette présence policière est perçue au sein du peuple comme une volonté de museler tout le monde. Tout le monde, même devant une non-justice qui ravive la douleur d'un peuple qui croupit sous le poids de l'ascenseur social déjà bloqué et qui voit en l'élection l'occasion ultime de s'exprimer librement en vue d'un changement de leurs conditions de vie. Alors que la disqualification du candidat du Manidem est actée, deux tendances se dégagent. Celle qui interprète cette décision judiciaire sous le prisme d'un complot d'État fomenté pour mettre sous les ténoirs une force qui dérange, une lecture tout à fait différente, celle qui veut diluer justement cette décision de justice dans les erreurs politiques multipliées par le professeur Maurice Kamto, le pape du droit comme on l'appelle. 120 minutes pour parcourir le sujet et trouver le trait d'union, mieux la passerelle qui nous fera entrer dans les casernes dans l'optique de questionner le retard observé dans l'installation des généraux nouvellement nommés par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Si le contexte actuel est celui de l'élection présidentielle, peut-on attribuer ce retard aux faits politiques actuels qui marquent les esprits et par coup de chance donnent finalement de manière tout à fait inattendue la parole aux oubliés de la société? Le cas Léopold Bépissing, Bessiping j'y arrive, par exemple, dont l'argent somnole depuis Mathusalem dans les caisses du trésor public. Le candidat du référé, le parfait exemple de la résilience des Camerounais face au système qui presse et compresse. Leur bel accent, celui de nos invités, comme chaque dimanche, vous accroche une fois encore dans un débat des esprits libres. Vous faites le choix idéal d'y rester. Merci d'honorer à cet autre rendez-vous, madame, messieurs. Bienvenue à Accent 237. Ils sont déjà avec nous sur ce plateau, madame, messieurs. Ils sont entre autres journalistes, philosophes, activistes sociaux. Les raisons, notamment politiques et surtout le contexte politique, obligent à ce que l'on donne la parole à tout le monde pour essayer d'avoir des regards croisés sur des questions politiques ou du moins les faits politiques. D'abord, disons et souhaitant la bienvenue à Raoul Lemopi. Je vous appelle affectueusement le Mbombo. On est en Afrique. Bonsoir Raoul et bienvenue sur le plateau de Accent 237. Bonsoir Raoul, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. J'ai dit bonsoir à mes co-discutants de cette soirée. C'est toujours pour moi un honneur de répondre présent, n'est-ce pas, à votre invitation. Je profite aussi de la tribune qui m'est offerte pour dire bonsoir, n'est-ce pas, à tous les enseignants du Cameroun qui sont concentrés derrière le projet éducateur et observateur du scrutin. C'est un projet qui a été lancé, n'est-ce pas, par le Correct, qui a pour vocation, n'est-ce pas, de mettre à la disposition des acteurs politiques des observateurs qui seront dans leur immense majorité, sinon leur totalité, des enseignants. Est-ce dans cet ordre-là que vous êtes retrouvé sur le terrain, parce que vous avez fait à un moment donné le tour du Cameroun, on se souvient avec le docteur Mono? Effectivement, il faut qu'on le dise très clairement, nous n'avons pas seulement fait le tour du Cameroun, nous étions aussi au Tchad, nous avons été en Guinée équatoriale, parce que l'initiative, inscrivons-nous d'abord, était simplement une initiative, ou bien est une initiative, n'est-ce pas, citoyenne du docteur Aristide Mono. Vous savez, c'est un leader d'opinion qu'on a l'habitude de voir sur les plateaux de télévision et dont on connaît les opinions, qui a choisi, n'est-ce pas, de maturer les positions qu'il a l'habitude de défendre. Et nous, acteurs de la société civile, nous avons choisi d'accompagner ce projet qui est d'abord un projet d'ordre pédagogique, parce qu'il est ici question, n'est-ce pas, d'amener l'immense majorité des Camerounais à faire désormais, n'est-ce pas, des questions sociales et citoyennes leur affaire propre.
Il faut rappeler, Raoul Lemopi, que vous êtes philosophe, secrétaire régional du SNAES, c'est-à-dire le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, c'est bien cela. Sur ce plateau, secrétaire régional pour le littoral. Secrétaire régional pour le littoral, la précision en vaut la peine. Il est sur ce plateau avec nous, c'est un journaliste enseignant de journalisme et de communication. Il est également membre du Manidem et c'est en cette qualité que nous le recevons ce soir, Charles Cacharel-Forgan. Bonsoir et bienvenue, merci d'avoir répondu et surtout honoré à cette invitation. Bonsoir et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Balafon. C'est un honneur d'être sur ce plateau qui est l'un des plus convoités. Merci. Depuis que cette élection a été annoncée. Et je me réjouis d'avoir ce soir à débattre avec Raoul Lemopi, que je connais très bien, également le résistant Issama. C'est vrai que je m'attendais quand même à voir ce plateau, le RDPC. Tout à fait. Il faut rappeler que le docteur Patrick Rifoué nous a donc, aux dernières nouvelles, fait savoir qu'il est indisponible, raison pour laquelle nous ne l'aurons malheureusement pas sur ce plateau ce soir. Lui qui sort d'un voyage, pratiquement à Yaoundé, Douala, où il a fait 11 heures sur la route. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler une prochaine fois, mais tout à fait, il ne sera pas avec nous malheureusement, docteur Patrick Rifoué, ce soir. Alors, à côté de vous, il faut souhaiter la bienvenue également à un résistant. C'est un activiste social connu au-delà des frontières du Cameroun. Votre réputation vous précède partout. André Blaise Issama, bonsoir. Merci d'être là. Grand combattant Godi, très honoré de rappeler que nous sommes en train de traverser une semaine commémorant un résistant des résistants, Rudolf Douala Mangabel. Ça fait 111 ans, qu'il, 1914 pour être exact, 1814 qu'il est donc parti. Oui. Alors, vous étiez pratiquement sur le terrain cette semaine dans le cadre de ces activités. Dites-nous-en un tout petit peu. Oui, le peuple doit continuer d'être sensibilisé. Déjà, vous savez, les leaders n'ont pas encore compris ce qu'on appelle le devoir de mémoire au Cameroun. Est-ce que vous avez déjà vu le président Paul Biya se prosterner sur la tombe de Douala Mangabel ou Lord Priso ou Oumiobe ou Ernest Wandier ou Félix Roland Momier? Et je pense que c'est par là que commence ce que j'appelle la citoyenneté. Si nous sommes réellement des enfants de ce pays qui méritons d'avoir ces héros qui ont versé leur sang pour la patrie, tout devrait commencer par là. Et je suis très content que Accent 237 ouvre l'antenne en donnant la résistance comme modèle, parce que c'est les citoyens qui doivent savoir, quand les dirigeants ne peuvent pas faire le devoir de mémoire, que les citoyens le fassent sans toutefois avoir un état d'âme, d'esprit ou bien de tribu. C'est au-delà de la tribu ce que nous sommes en train de vivre. Douala Mangabel est même honoré en Allemagne. La question que l'on pose, André Blaise Issama, ceux qui vous suivent régulièrement, c'est est-ce que vous n'avez pas peur de la prison? Vous qui allez de temps en temps, vous avez à un moment donné, vous êtes attaqué au monument. Alors quel était justement l'objectif de ces attaques sur les monuments? La salubrité mémorielle, parce qu'en fait, il y a un génocide mémoriel au Cameroun. Le génocide mémoriel est en train d'être vécu par les citoyens. Combien de jeunes aujourd'hui se rendent compte de ce que le Cameroun pourrait gagner si on avait des héros? On n'aurait jamais eu des traîtres. En réalité, les traîtres que nous avons dans ce pays, c'est parce qu'on a tué ceux qui sont morts pour la patrie. Rappelez-vous, lorsque vous n'avez pas constaté que Douala Mangabel refuse l'argent, mais ils pouvaient prendre l'argent et laisser les Allemands continuer dans leurs activités. Pourquoi au Conseil constitutionnel au Cameroun, certains se retrouvent en train de prendre les mallettes d'argent? Vous n'avez pas la preuve. Permettez-moi. Vous n'avez pas la preuve. Permettez-moi. Oui. Je vais essayer d'être clair. Il n'y a aucune preuve. Je suis d'accord, mais permettez-moi d'être clair. Allez-y. Lorsque vous constatez que certaines injustices sont déjà tellement affichées au Cameroun, je parle de l'injustice, où on prend des militaires. Mais rappelez-vous ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'était hier. Allez voir comment les Ivoiriens se sont retrouvés déployés sur le terrain. Il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de gendarmerie. Il y a eu zéro casse. Et je vais rappeler que ma page Facebook a été fermée. Et Samarora. Celle de Jumanto, fermée. Celle de Paul Chuta, fermée. Celle de Harold Ketch. Des personnes qui permettent même de faire vivre la mémoire. Harold Ketch a fait quoi jusqu'à ce qu'on dit qu'on ferme sa page? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que nous sommes... On suppose que c'est une parenthèse qu'on referme immédiatement. Pas du tout seulement parenthèse, c'est une dénonciation. Nous dénonçons ce qu'on appelle les abus. Parce que ces abus sont tellement graves. Regardez le carrefour de Koti. Est-ce que vous savez que les Camerounais tombent tous les jours là-bas dans les gros trous où il n'y a pas d'eau, l'eau est rouge, mais c'est un mal-vivre profond.
Monsieur Gauthier, et aidons la population à permettre à ce que nous ayons des personnes qui regardent le service public comme étant un service sacré. Parce que le citoyen doit être au centre des préoccupations. Rudolf Douala Mangabel mérite un aéroport au Cameroun. Même pas un lycée, même pas un collège, même pas une école maternelle à ce jour. Et pourtant, en Allemagne, il y a 3 rues qui portent son nom dans 3 villes. À Ulm, à Berlin, à Allen. Voilà des bandes dessinées qui sont réalisées pour permettre à ce que nous puissions voir en anglais, en français, en langue Douala, en langue Menjumba, tout ce que les Rudolf Douala Mangabel ont fait pour le Cameroun. Mais attendez, que construisons-nous dans ce pays? Nous construisons la corruption? Merci André Blaise Issama. Rappelons que c'était une sorte de mise en bouche, madame, messieurs, une façon également de nous incliner devant la mémoire de cet homme, ce résistant, cet illustre disparu, j'allais dire Rudolf Douala Mangabel. Il a donc 111 ans exactement qu'il est parti. C'était dans le 8 août 1814 et on se souvient donc qu'il y a quelques jours, Douala et tout le Cameroun entier lui rendaient donc ce fier hommage. Et n'oublions pas peut-être aussi, M. Ngoti, qu'il y a plusieurs autres, il y a une centaine de Camerounais qui avaient été pendus le même jour, le 8 août. Et nous sommes en train de demander à l'Allemagne, qui a commencé déjà des réparations, de poursuivre. Et nous félicitons M. Christian Seda, l'ambassadeur allemand, qui est arrivé jusqu'à se prosterner sur la tombe de Douala Mangabel, ce que Paul Biya lui-même n'arrive pas à faire. C'est terrible que ceux qui sont là, dont les étrangers viennent pleurer, faute d'être plus que vous. Merci André Blaise Issama, c'est suivi. Alors allons-y droit dans le vif du sujet qui nous rassemble, madame, messieurs. Dans un contexte de présidentielle 2025 au Cameroun, se sont donc tenues la semaine dernière des audiences du Conseil préélectoral au Conseil constitutionnel. Alors des surprises et pas des moindres. Hilaire Zipan, par exemple, du MP, admis au Conseil électoral, a finalement été recalé autrefois parmi les 13, mais non plus parmi les 12 et désormais. Et le professeur Maurice Kamto, lui également, sa candidature a été rejetée de part et d'autre, et notamment au sein de son parti, au sein du parti qu'il a investi. On crie au complot. Charles Cacharel-Fogan. Alors, on parle du complot au sein du Manidem, un complot contre le professeur Maurice Kamto, encore la candidature du Manidem. Ce n'est pas un complot, c'est pas au Manidem qu'on le dit, hein. C'est-à-dire que les Camerounais dans leur ensemble, la communauté internationale, tout le monde a pu voir que c'était un complot. Et je crois qu'un complot, le mot est peut-être faible. Il faut parler d'un coup d'État politique et un coup de sémence pour la démocratie. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique où on se disait qu'après plusieurs années, après 90, la démocratie s'est enracinée, mais on se rend bien compte qu'il y a une véritable sépulture qui lui a été réservée en 2025. C'est-à-dire que tout le monde a pu voir comment est-ce que on a monté de toutes pièces des documents, on est allé même réveiller un fantôme, tout simplement parce qu'il fallait recaler un citoyen camerounais qui ne voulait simplement qu'exprimer le droit qui est le sien. On aurait pu donner l'attitude aux Camerounais de choisir, mais il y a des gens qui pensent être eux-mêmes le peuple. Donc il y a des gens qui ont des place du peuple. Pour moi, ce n'est pas seulement un complot, c'est un coup d'État politique. C'est également une honte pour le Cameroun. Quand on voyait à l'étranger, je me demande à la maison, j'ai mes enfants, des jeunes. Je suis par ailleurs enseignant. J'ai des jeunes également qui m'ont contacté pour me demander, mais où va-t-on? C'est-à-dire, SAD, parce que c'était tellement grossier, parce qu'il fallait y mettre de la manière, il n'y avait pas de la manière. Donc je dirais que ce n'est pas seulement un complot, c'était un coup d'État politique. Et ce n'est pas un coup d'État contre le Manidem, contre le Cameroun, c'est un coup d'État politique contre le Cameroun. C'est-à-dire que nous aurons à payer pendant de nombreuses années encore les actes que nous avons posés en ce mois d'août 2025. On avait pensé qu'avec la forfaiture de l'ECAM, que la Cour conseil devait quand même réparer et dire le droit, mais on s'est rendu compte que comme il est quand même la Cour constitutionnelle également une antichambre du RDPC, on a vu que ce sont des personnes qu'on croit des sages entre guillemets, mais qui en fait sont loin d'être des sages, des personnes totalement aux autres, qui n'ont que répété. J'ai l'impression qu'il y avait une dictée qui avait été préparée à l'avance et que le fait d'avoir renvoyé mise en délibéré n'expliquait absolument rien. C'était simplement pour laisser penser aux Camerounais qu'on travaille véritablement. Alors, lorsque vous le dites, on sait que l'une des conditions, encore parmi les conditions de nomination des personnes ou encore des personnels, ce sont des hauts magistrats qui ont fait qui ont roulé leur bosse. Ce sont des personnes qui jouissent d'une certaine intégrité morale et c'est aussi des personnes qui ne sont
visiblement pas manipulables vu leur âge. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire ne paraît pas quand même un peu déplacé, Charles Cacharel? Non, c'est vous qui le dites. Je crois que quand vous voyez le profil, je crois que cela a été abondamment publié avant même que l'élection ne soit rendue. Quand vous voyez le profil de tous ceux qui ont été nommés, allez-y voir qui était Leken Ndong-Fak. Il était professeur Leken Ndong-Fak, il était un député RDPC. Allez-y voir tous ceux qui ont été nommés. C'est-à-dire que ce sont des militants RDPC qui parfois n'ont pas eu la décence de démissionner une fois qu'ils ont été nommés. On en est là aujourd'hui. On sait très bien que ces personnes sont totalement aux ordres. Donc quand vous parlez des personnes, des sages personnes, des gens qui ont les certes, nous remettons en cause leurs qualités intellectuelles, leurs grandes qualités, mais on a quand même pu, il faut en juger par les actes. Aujourd'hui, les actes montrent qu'effectivement, c'est des personnes qui méritent, c'est moins des personnes qui méritent du crédit que des personnes qu'il faut véritablement abattre. Donc, c'est une honte pour le Cameroun. J'ai bien peur que pendant des années encore, que nous mettions des années à réparer les actes que nous avons posés en 2025. Voyez-vous, sur ce plateau, oui. On attendait Patrick Riffoé. Il s'est excusé justement. Un brillant docteur, un brillant jeune oui, que je connais. Il s'est excusé, il est parti. Mais voyez-vous, il vous dit très bien qu'il a passé 11 heures sur la route. Je crois que le Raoul Emopi ici ou encore André Blaise et Sama, quand vous passez 11 heures sur la route, vous avez quand même à plaindre. Il y a des choses à plaindre. Mais qu'il faut-il plaindre? Ça veut dire il y a une question sur les infrastructures. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on passe 11 heures? N'y avait-il pas de devoir de contournement comme par d'une ville, la capitale politique, la capitale économique? Mais il serait venu sur ce plateau pour défendre quand même le bilan. Le bilan de M. Paul Biya au pouvoir pendant 43 ans. Mais c'est le bilan de M. Biya qui est par ailleurs candidat. Donc vous aurez vu un jeune de 40 ans, d'une quarantaine d'années, venir sur un plateau défendre le bilan d'un candidat qui a 92 ans et dit aux Camerounais qu'il est la personne la mieux indiquée pour gérer ce Cameroun les 7 prochaines années. Est-ce qu'il n'est pas dans son droit, Charles Cacharel? Le bilan de 43 ans, il n'est pas totalement noir si on s'en tient à la peinture que vous faites. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler sur ce plateau, vous avez la liberté de parler, on peut, qu'on le veuille ou pas, mettre ça à l'actif du président Paul Biya. Vous savez, Raoul Xavier, je suis par ailleurs enseignant, peut-être c'est une casquette que vous gardez, et vous savez très bien ce que j'enseigne, j'enseigne le journalisme. Nous l'avons dit. Voilà. Donc, quand on est dans cette situation, nous savons très bien que ce n'est pas la volonté du président chef d'État, président Paul Biya, qu'on est assis sur ce plateau. C'est l'élu des Camerounais. C'est les Camerounais qui, dans leur immense majorité, c'est les nationalistes, les patriotes qui sont battus, du sang a été versé pour qu'on puisse être à mesure de s'exprimer ici. Mais voyez-vous, malgré tous ces efforts-là, on n'est pas aussi libre. Vous savez très bien qu'on a un peu la liberté de la parole. Quand vous allez un peu plus loin, le gouvernement qui est là pour vous taire, vous le savez très bien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner l'impression. C'est une pseudo-liberté. Est-ce que vraiment la liberté d'expression, la liberté de presse est une réalité au Cameroun? On questionne cela chaque fois. Allez-y voir le classement du Cameroun dans le classement Reporters sans frontières chaque année. Nous sommes au fin fond, on a les très fonds de ce classement-là. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression de presse, c'est un leurre. Nous en sommes là aujourd'hui. Donc, si on veut questionner un seul pan, lui-même le dit, il a passé 11 heures. C'est un seul pan qu'il a accepté, qui veut nous faire questionner là, c'est-à-dire les infrastructures. La capacité des Camerounais à se mouvoir. On se rend compte qu'elle est totalement impossible, qu'il est impossible pour Cameroun. Malheureusement, mais malheureusement, nous sommes en présidentielle. Oui, on ne fera pas le procès. Nous sommes dans la présidentielle. Voilà. Vous allez vous rendre compte que pour cette présidentielle-là, M. Paul Biya est candidat et il vous dit qu'au centre de sa candidature, que sa vision, c'est de transformer la jeunesse. Il parle de mettre les jeunes et les femmes au centre de ses préoccupations. Vous voyez, après 43 ans, il se souvient que les jeunes existent. Il se souvient après 40 ans que les femmes existent. Il n'y a pas un code de la famille. C'est loin de le dire. On va revenir, mais on sait quand même que parmi les actions du président Paul Biya, on sait qu'il y a le plan triennal jeune, on sait qu'il y a les plans entre autres, le PAGER-U, le PIACI, les programmes justement qui ont été mis en place par l'État du Cameroun pour promouvoir la jeunesse. C'est sur les papiers. Sur les papiers, d'accord, ça existe. Sur les papiers, mais pas dans les faits. Charles Cacharel-Fongan, pour rester sur le sujet qui nous rassemble, Raoul Lemopi, vous êtes philosophe, et il paraît que Platon dit que la société sera gouvernée lorsque les philosophes ou alors les dirigeants seront philosophes. C'est une paraphrase. Alors comment avez-vous lu notamment l'actualité de ces derniers jours, de ces derniers temps, notamment l'exclusion du professeur Maurice Kamto? L'œil du philosophe. Non, moi je pense que M. Ngafourade a commencé à analyser la question. Il n'est pas seulement question de dire qu'on a rendu la justice. Il faudrait que ceux pour lesquels on rend la justice, n'est-ce pas, la perçoivent comme telle. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que véritablement vous pouvez dire qu'on a rendu la justice? Je suppose que c'est une question rhétorique qu'il ne revient pas de répondre. Lorsque ce sont ceux qui ont la capacité, n'est-ce pas, de sanctionner ce qui est mauvais, qui fabriquent les preuves
à partir desquels on dit rendre justice. Pensez que c'est normal? On a eu affaire à Mondovision à ce qu'on peut appeler un gangstérisme d'État. C'est un coup d'État constitutionnel. Ce que vous avez vu là. On a peur de dire qu'on est dans une situation de non-État, c'est-à-dire que l'État a pénétré en brousse. Comme disait Jean Martella, lorsque l'État entre en brousse, c'est la riposte paysanne, c'est le titre de l'ouvrage. Mais attendez, puisque même, pour qu'il y ait véritablement élection, il faudrait qu'on ait en face de soi un État. Et ce qui caractérise l'État, c'est d'abord les lois qui codifient les comportements. Quand vous regardez ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, vous voyez des personnes dont on dit être des sages, qui délibérément prennent fait et cause pour un passant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas membre d'un parti politique, qui vient déposer un recours, et qu'on ne cherche pas à présenter aux yeux du peuple, parce qu'on dit que la justice est rendue, n'est-ce pas, au nom du peuple camerounais, qu'on présente sa lettre d'investiture. Mais justement, c'est la moindre des choses. Lors du délibéré, les membres du Conseil constitutionnel ont dit ne pas être compétents pour gérer les affaires du parti. Et il se trouve que là, c'était carrément les affaires du parti. En fait, ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est qu'il y a eu une conspiration contre le MLC et son leader depuis les élections de 2018. On peut faire l'histoire de la décapitation du directoire du MLC, parce qu'ils sont encore nombreux qui se trouvent en prison. On peut faire, n'est-ce pas, on peut rappeler pour notre bonne gouverne, parce qu'il y en a qui vont dire ils n'étaient pas aux élections législatives et municipales, mais en oubliant que les élections devaient avoir lieu en 2024, si j'ai bonne mémoire. Comment comprendre donc ce renvoi en 2027, pardon. 2025, comment comprendre donc ce renvoi calculé de ces élections-là, qui dans les normes, si elles avaient lieu, la question du mandat impératif ne se poserait plus. Oui. Je vais vous poser une question, ça peut être une question rhétorique. Admettons que vous soyez marié et que votre femme vous pose un problème à la maison, peut-être un problème de ration, et que hors de la maison vous aviez une maîtresse. Il y a des et gens que la maîtresse se propose de revendiquer les mêmes droits. C'est un exemple. Tout à fait. Et que la maîtresse se propose de revendiquer les mêmes droits que la dame qui est à la maison. Et on demande à quelqu'un qui est doté du bon sens de venir arbitrer. Qu'est-ce qui donne à celle qui est à la maison la qualité ou bien le statut de mariée? Il y a un acte juridique. De mariage, oui. Est-ce qu'on se fait très bien comprendre? Tout à fait. Donc, le simple fait que le régime de Yaoundé a vu en Maurice Kamto un adversaire redoutable. Le simple fait que Maurice Kamto, ayant compris déjà qu'il y avait derrière le discours sur la question du mandat impératif quelque chose de piégé, et subtilement soit allé dans le Manidem pour se faire investir, je peux vous assurer que cette démarche du professeur aurait provoqué au sein de l'appareil gouvernant une sorte de séisme politique. Et les gars se seraient dit, on va en finir. Même s'il faut poser des actes injustes de façon décomplexée. Parce que ce que nous avons vu au Conseil constitutionnel, c'était de l'injustice à l'état pur. Puisque regardez un peu, pour les enfants qui font le droit, on dit, bon, dans la forme, c'est valable. Dans le fond, ce n'est pas valable. On dit requête infondée. Il fallait qu'on nous dise en quoi cette requête-là est infondée, au moins du point de vue pédagogique. Il fallait qu'on montre, qu'on a parlé de pluralité d'investiture, que celui-là qui est sorti des buissons, voici celui qui l'a investi, puisque la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Et tout à l'heure, lorsque M. Ngafongan parlait, je peux vous assurer, ça avait beaucoup de peine que moi je l'écoutais. Parce que je me suis posé beaucoup de questions. Oui. Quand j'ai écouté cela, en fait, le simple fait d'avoir militarisé tout le Cameroun était déjà la preuve de ce qu'on devait poser un acte qui ne devrait pas recevoir l'assentiment des êtres humains lucides. La deuxième des choses, j'ai interrogé les partenaires, n'est-ce pas, au développement du Cameroun, notamment l'ONU,
dont on dit avoir signé une convention avec Elecam. Vous savez, les gens sont restés bouche bée, un peu comme s'ils attendaient que le Saint-Esprit parle à la place. L'ONU n'a rien dit. Et d'ailleurs, on L'ONU n'a écoutera, rien dit. on écoutera Et un extrait, notamment de la sortie du professeur Maurice Kamto, qui Non, disait justement... Je vais chuter. Oui. Non seulement l'ONU n'a rien dit, mais à côté de cela, vous savez, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le système, les gars du RDPC. Ils n'ont même pas jubilé la victoire qu'ils venaient de gagner au Conseil constitutionnel. Ça m'a aussi surpris. J'ai dit, vous faites les manigances. On dit, vous avez gagné le procès. Parce que ce sont eux, n'est-ce pas, qui étaient en procès contre le professeur Maurice Kamto. Il ne faut pas se cacher. Puisqu'il y a eu une scène qui n'est pas passée inaperçue au Conseil constitutionnel. Vous savez que le cas Taylor Onana et le RDPC a été tranché à 12 heures. Mais on n'a pas compris pourquoi la galaxie des ministres, qu'on a l'habitude de les voir prendre des positions, n'est-ce pas, en lieu et place des juges. Parce qu'il y en a même qui ont dit Kamto, sa candidature sera rejetée. Ils sont restés assis là-bas jusqu'à 19h. Un peu comme s'ils regardaient ceux qui sont chargés de dire le droit en leur faisant comprendre, nous sommes là, nous vous avons à l'œil. Et tant que vous ne finissez pas, nous ne bougeons pas d'ici. Ça a été vu. Merci. Donc vraiment, il faut qu'on se comprenne très bien pour dire que c'était très compliqué. C'est une lecture sémiotique du philosophe. Alors, nous avons en ligne le docteur Didier Badjek, colonel de l'armée camerounaise à la retraite. Il est également expert en communication. Il faut rappeler qu'il est également membre du parti. Colonel Didier Badjek, nous tenterons de l'avoir dans un instant. Le temps justement d'accueillir sur notre plateau Pierre Claver Kodo. Vous êtes militant du PURS, vous êtes journaliste à la base. Le cadre du PURS, pardon, du PURS. Alors, Pierre Claver, vous sortez de Yaoundé, où justement on a assisté à ce qui s'apparente à une sorte d'indécision du groupe des leaders de l'opposition qui cherchait un candidat consensuel. Oui, merci déjà et bonsoir à vous-même et à vos téléspectateurs. En plus, un gros bonsoir à mes copanélistes. J'ai dû faire des mains et des pieds pour rattraper, justement parce que depuis hier, les travaux perdurent. On n'arrive pas à voir la fumée blanche sortir de la salle. Et du coup, rapidement, sur les réseaux sociaux, c'est allé très vite. On s'est dit, finalement, on a une opposition camerounaise qui a comme une foule, mais qui ne sait pas faire foule. C'est une réaction normale parce que j'ai suivi les travaux de bout en bout. Vous savez, j'ai comme l'impression qu'on souffre d'un construit de l'homme politique au Cameroun. Nous souffrons dramatiquement, ce que j'appelle très souvent une épaisseur idéologique. Les gens continuent à faire de la politique dans leurs intérêts personnels et non dans l'intérêt général. Je suis désolé de vous le dire parce que j'ai assisté, c'est pas la première fois que j'assiste quand même à cette... On a vu d'ailleurs le porte-parole de ces travaux hier, oui. Dans certaines images, on sentait quand même qu'il y avait une sorte de recherche de mots, il y avait une sorte de chercher le mot et ça présageait quand même qu'il y avait une mésentente. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gens personne ne voulait faire des concessions et on s'est même retrouvé dans une situation très difficile parce que j'ai le sentiment que la loi électorale est à parfaire. Vous savez, lorsque les gens entrent en politique sans être préparés, et surtout cette histoire d'investiture cause énormément de problèmes à notre pays. Pourquoi je le dis? Certaines personnes rentrent en politique comme des aventuriers ou alors des opportunistes, parce que la loi leur permet de se voir investir. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de quelqu'un qui n'a pas mûri un projet politique? Ce n'est pas tous, mais il y en a beaucoup. Et on a été confronté à cette situation hier où l'un des participants se prend simplement pour un messie d'une communauté. C'est dommage. Il ne s'agit pas, les enjeux sont tels qu'il ne s'agit pas d'une communauté, il s'agit du Cameroun. Tout à fait. Il s'agit du Cameroun. Et je pense aussi qu'il faut lui attribuer l'origine de cette mésentente qui, ma foi, oblige les uns et les autres à repenser leur copie. Et la solution, ce ne sera pas pour demain. Parce que de toutes les façons, parti de Fumban, avec 11 partis, à Yaoundé, on s'est retrouvé avec 6 partis. Sur les 6 partis, 2 sont sortis de la salle, il en restait 4. Alors, vous croyez qu'avec ça, on peut construire quoi? Pas grand-chose. La politique au Cameroun est une affaire de satisfaction des égos personnels. C'est pas encore une affaire
d'intérêt général. Et dans cette logique, avec toute cette machine qu'on a en face, notamment le RDPC qui est un véritable mastodonte, une opposition qui s'en va diviser, quelles sont les chances de succès? Aucune. Sinon, il faudra batailler dur pour arracher des places. Il ne faut pas rêver. L'opposition est incapable de s'unir, malgré. Et puis, par rapport même à cette situation, le plus difficile dans cette affaire, c'est que les gens ne veulent pas faire des concessions. Quand bien vous avez, j'en parle de coalition. Le PURS actuellement a mis en place une alliance, l'Alliance Podol, qui a été rejointe par près d'une dizaine de partis politiques. Voyez-vous? Parce que ces partis politiques nous ont rejoints. Leur idéologie converge vers la nôtre. Mais alors, comment vous voulez que nous puissions prostituer cela face à un bleu qui, en réalité, tombe comme une feuille, je ne sais pas, comme se retrouve propulsé à la faveur d'une investiture. Ça veut dire que nous allons trahir nos alliés. Alors, puisqu'on est dans la mouvance des auditions et surtout on va le dire, des dossiers déposés au niveau du Conseil constitutionnel, quel est le regard en tant que membre de l'opposition que vous portez notamment sur ce qui s'apparente à une justice mal aboutie? Vous savez, je n'aime pas beaucoup ces débats parce que nous autres, le PURS existe depuis 15 ans. Quand vous voyez le nom du PURS, c'est Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Ça renvoie déjà à une obédience socialiste. Ça signifie que le PURS a été pensé par un jeune Camerounais, Serge Espoir Matomba, qui est aujourd'hui âgé de 46 ans. Et en plus, il a créé son parti à l'âge de 28 ans, mais n'a pas pu se présenter à la présidentielle de 2011 parce qu'il n'avait pas l'âge requis. Je pense qu'il faudrait que les gens anticipent, que les gens croient, mais non pas que les gens se saisissent des opportunités pour se faire un nom sur le plan politique. Lorsque je l'ai dit, c'est pour démontrer que tant que les hommes politiques ne vont pas anticiper sur la vision qu'ils voudront porter en faveur du Cameroun, nous allons nous retrouver dans la situation actuelle. Quand je dis le pur, c'est du socialisme. Oui. Maintenant, est-ce qu'un néolibéral peut facilement comprendre l'idéologie du processus? J'en doute parce qu'il sera aux antipodes avec les textes et règlements de ce parti. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons. Merci. On a le sentiment que les gens courent en politique davantage pour flatter leurs égos. Plutôt que de servir la nation, le peuple. Merci. Pierre Claver Nkodo, on l'a dit, vous êtes journaliste et militant, membre du directoire du PURS, bien évidemment. Alors nous avons en ligne, comme je le disais il y a un instant, le docteur Didier Badjek, colonel de l'armée à la retraite, communicant également du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, colonel Didier Badjek, bonsoir. Et justement, quel regard portez-vous sur le processus électoral au Cameroun en 2025, surtout avec l'élimination du principal candidat de l'opposition, le professeur Maurice Kamto? Bien, bonjour, j'ai ma caméra quelque peu déplacée. Je vais être un peu long dans mon propos inaugural ou alors liminaire, puisque vous avez posé une question qui requiert quand même des réponses assez précises. Bonsoir déjà aux nombreux inconditionnels de Média Balafon. Merci. Nous allons faire l'économie de ce qui est dit au niveau de l'analyse sociopolitique déjà. Donc j'ai des réponses tout à fait, je veux dire, scientifiques. Et je voudrais donc dire qu'il est apparu que l'élimination de la candidature de Kamto s'est inscrite dans un contexte où 4 points ont été soulevés et le système électoral a pu être largement critiqué pour son manque de transparence et d'indépendance, notamment vis-à-vis de l'organe en charge des élections, et les CAM, souvent perçus comme proches du pouvoir en place. En deuxième temps, le pluralisme politique est sorti de cette affaire assez fragilisée, car l'exclusion de Kamto réduit la diversité des candidatures crédible, renforçant l'idée que l'élection pourrait être verrouillée. Il en résulte fatalement que le climat politique est tendu, avec un risque accru de démobilisation électorale chez une partie de la population
qui se sent déjà peu représentés. Quant à la communauté internationale, elle l'observe avec prudence, mais les réactions, pour ma part, restent limitées pour l'instant, en partie à cause des enjeux géopolitiques et sécuritaires dans la région. En résumé, cette situation alimente le sentiment que l'élection pourrait être davantage une formalité qu'une véritable compétition démocratique, renforçant la méfiance citoyenne envers les institutions. Alors, dans notre méthodologie et notre axiologie analytique, nous faisons un effort de rester toujours froid, même par rapport à notre obédience politique, parce que nous pensons que seul un élan progressiste et scientifique pourrait changer la vie politique au Cameroun, qui est stéréotypée au vieux schéma ringard et inapproprié. Je ne suis pas dur. Nous concluons ici que la candidature de Maurice Kamto, sous réserve qu'elle n'ait été réellement irrecevable, était, pour ma part, stratégiquement plus faible, si isolée, c'est-à-dire validée qu'elle ne le serait si jamais elle était rejetée. Dans cette dernière hypothèse, le candidat Kamto, n'étant plus dans les starting blocks, aurait pesé sur le poids de l'opposition pourrait peser sur le poids de l'opposition en devenant le centre de gravité de l'animation. Maintenant, vous demandez à un républicain de porter un jugement sur les décisions du Conseil constitutionnel. Eh bien, je suis au regret de vous dire que cela ne peut se faire, mais en revanche, je ne releverai qu'une seule mention, celle qu'au regard de l'importance de cette institution, il s'avère que cette Cour, tout en gardant son caractère de neutralité, devrait absolument faire prévaloir sa norme comme celle du dernier recours, comme garante de la Constitution et celle de la qualité exceptionnelle de ses membres en matière de connaissance et de lecture du droit. Cette étape montre également l'incurie de nos acteurs politiques fantaisistes sans consistance, dont certains ont galvaudé quand même la sacralité d'une candidature, et l'on a tout vu. Moi, j'ai eu honte à un moment donné, et nous souhaiterions que des actions fortes soient prises à l'encontre de ceux qui ont transformé la démocratie dans notre pays à un cirque de libertinage. Je ne suis pas très dur envers cela. Quelle image pour notre pays? 83 candidats au rang desquels des candidatures fantaisistes, des gens qui n'ont même pas peur de ce qu'ils vont représenter demain. Colonel, on restera certainement à... colonel, certainement qu'on va vous revenir. Nous annonçons il y a quelques petites difficultés techniques. Alors, on a le temps de revenir, d'ajuster cela avec nos techniciens qui sont en régie actuellement. Blaise, André et Sama, avant la prochaine prise de parole du prof Charles Cacharel-Fogan. Alors, quel est justement le regard que vous avez porté, vous qui êtes très certainement sur le terrain? On vous a vu pratiquement partout dans la casquette d'activiste politique que vous êtes, qui représentait en quelque sorte, on va le dire, la société civile également. Comment avez-vous perçu ce qui s'est produit du côté de Yaoundé il y a quelques jours? C'était lundi 4 août dernier, lors des audiences du Conseil constitutionnel, qui rentrent notamment dans, j'allais dire, la partie du contentieux préélectoral. La transposition exactement de ce colon qui avait condamné Rudolf Douala Mangabel s'est retrouvé au Conseil constitutionnel pour effectivement condamner la démocratie et surtout la participation de ce que le peuple souhaite. Est-ce que c'est pas dur ça? C'est pas dur. J'explique très simplement. 111 ans plus tard, les Allemands sont venus demander pardon parce que c'était cruel. Douala Mangabel connaissait déjà ce qu'on appelle la justice, puisque tous les philosophes allemands que vous connaissez étaient des personnes qui avaient tellement de citations en matière de justice et surtout connaissaient la dignité. Mais votre terre ne peut pas être digne lorsque vous êtes incapable d'en jouir. Le peuple camerounais n'a pas de carte électorale. Les cartes électorales sont données à quelques personnes. Permettez-moi d'expliquer un peu. À l'époque, c'était la traite négrière, l'esclavage, où les Noirs étaient... Il n'y avait pas de carte, pas de droit de vote. C'est la même chose aujourd'hui en 2025 où non seulement on a un système électoral qui vous fait savoir que la quantité des Camerounais enrôlés se limite à temps quand on sait que la majeure partie. Autre chose,
après avoir refusé de publier la liste nationale et les bureaux où on peut permettre à ce qu'un jeu électoral soit fiable, parce que la crédibilité de l'ECAM, ça se joue aussi là. On peut prendre l'ECAM, on peut tester un peu en Côte d'Ivoire, il y aura la guerre là-bas. Pourquoi? Il y aura parce que non seulement toutes les personnes qui ont osé dire qu'ils servent le fichier électoral, on trouve des cadavres, on trouve des personnes qui sont des mineurs, on trouve des personnes qui sont à l'intérieur du fichier électoral incapables de justifier pourquoi leurs noms ou bien ne sont pas là ou sont là. Rappelons que parlant de ce fichier électoral, nous avons reçu il y a 2 semaines ici la présidente du CPP, Edith Kabanwala, qui rappelait justement qu'il y avait des personnes décédées, il y avait également des personnes mineures, des enfants, dans cette liste électorale. Et au-delà, quand on constate que ces paramètres sont effectivement violés totalement, ben, la cerise sur le gâteau, rendez-vous compte, en matière de neutralité, pour ne pas dire de crédibilité du système judiciaire, les Camerounais doivent avoir des personnes de haut rang, de rectitude morale. Le cardinal Christian Toumi parlait de parodie de justice, de mascarade électorale. Parce qu'en réalité, c'est de ça dont il s'agit. Les Camerounais sont donc observés par certaines personnes au-dessus d'eux, qui sont non pas en train de servir les Camerounais, mais en train de les prendre en embuscade. Je pense notamment au ministère de l'administration territoriale, qui aujourd'hui réussit à faire non seulement venir les agents de transparence internationaux, qui viennent dire que l'élection s'est très bien déroulée, mais jusqu'aujourd'hui, nous ne voulons pas mettre en actualité ce sujet. Heureusement que vous me donnez la possibilité. Où sont ces anciens responsables de Transparence internationale dont M. Atangandi parlait et évoquait avec fierté jusqu'à ce qu'ils ont dormi à l'hôtel Hilton. Ils ont été payés. Et je pense que c'est tellement d'abus sur le peuple camerounais que de laisser que des personnes comme celle-là continuent avec ce qu'ils sont en train de dire maintenant que l'ONU. Donc, en réalité, nous sommes en train d'être, comme on dit dans le quartier de Sissia, comme la période de manga, c'est-à-dire Ovadon, exactement, oui. Oui, nous sommes pratiquement dans ce système. C'est-à-dire, ceux qui sont là savent que les Camerounais, dans leur majorité, ne pourront donc pas. Or, les leaders qui sont effectivement les personnes écartées, notamment Maurice Kamto, je crois peut-être qu'il faut que nous enseignions à Maurice Kamto la loi Douala Mangabel. Qui disait, s'il faut que tu meurs pour ton pays, meurs. Je vais dire pourquoi. Douala Mangabel n'a pas fui. Douala Mangabel n'est pas parti au Ghana. Plusieurs chefs ont fui. Il faut apprendre à mourir pour son pays. Parce que, oui, prenons très simplement, si nous refusons l'injustice, il est important que le peuple, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont actuellement arrêtées, notamment avec une mise en garde administrative qui viole la loi, parce que les débats publics sont autorisés au Conseil constitutionnel. Comment est-ce qu'on peut avoir des personnes bien pensantes, citoyennes, qui veulent s'intéresser au débat qui se déroule du côté du Conseil constitutionnel et se retrouvent arrêtés? Il y a un monsieur, par exemple, qui est là, sa femme, Madame Esther à Yaoundé, m'appelle tout le temps. Monsieur Issama, je n'arrive pas à nourrir mes enfants. J'ai des enfants bas âge. Ces personnes sont arrêtées au nom de quoi? Si ces personnes ne sont pas en train de perdre énormément d'estime pour le Cameroun. Parce que quand vous avez la dignité qui est diminuée, les femmes qui étaient arrêtées, qui sont là-bas à Yaoundé, je parle de cette mise à disposition du préfet qui a carrément violé, il s'est carrément arraché, il a arraché les feuilles de la constitution du Cameroun pour dire c'est moi qui dis. Et vous rappelez l'ancienne décision que le préfet qui va déporter les gens juste parce que leurs idées ne correspondent pas à ce qui arrange le régime. En réalité, nous sommes dans un sissia. Et ce sissia, il faut bien que les Camerounais comprennent, c'est l'affrontement et de mourir pour la patrie comme Douala Mangabel. On ne va pas transformer les Camerounais en rebelles. Loin de là, André Blaise et Sama, ce serait aller contre notamment les institutions. Oui, je suis obligé de vous inviter à regarder l'Afrique du Sud. Lorsque les Sud-Africains avaient l'apartheid et qu'il n'était pas possible pour eux d'avoir leur dignité respectée, je crois que ça ne sert à rien. Il y a des libertés qui ne valent pas la peine d'être vécues s'il n'y a pas de dignité. Merci André Blaise et Sama. Je crois que
que la connexion a été rétablie. Avant de donner la parole à Charles Cacharel-Forgan, lui qui est journaliste, un aspect qui nous intéresse tellement dans ce qui suivra. Alors nous avons le colonel en ligne, colonel à la retraite Didier Badjek. Alors colonel, on imagine que vous êtes avec nous et que vous nous recevez 5 sur 5. Justement, vous êtes géostratège en tant que tel. Alors quelle est la lecture que vous faites sur ce déploiement, ce fort déploiement de la force, des forces de police et de gendarmerie que l'on a eu autour des audiences du Conseil constitutionnel? Vous, justement, qui êtes géostratège, alors, comment est-ce que, de toutes les façons, vous avez perçu cela, mon colonel? Moi, je n'aurais pas un regard de sanction sur la présence de la gendarmerie, de la police. De toutes les façons, ils font leur travail. Lorsqu'il y a des prémonitions de menaces et de risques, eh bien, les moyens que l'on utilise devraient être toujours surestimés. Je dois vous dire que dans les termes de combat, lorsque nous avons un groupe de combat, ou je voulais dire une section, que l'on veut réduire, c'est-à-dire neutraliser, eh bien, on est obligé de mettre en face 4 sections, c'est-à-dire une section de commandement et 3 sections de combat, pour qu'on soit toujours dans un rapport de 1 contre 3, parce que la section de commandement, elle est là en réserve, et pour donner les ordres. Donc, je voudrais dire que les dispositions qui ont été prises sont bien relatives à tout ce qui se laissait apparaître dans les réseaux sociaux. On va faire ci, on va faire ça. Bon, si elles sont surévaluées, les forces de défense et de sécurité, généralement, agissent avec ce qu'on appelle une planification, où il y a un effet final recherché, une vision stratégique, et que l'effet final recherché conçoit ce qu'on appelle également une idée maîtresse. Et cette idée maîtresse va présider à l'élaboration d'un dispositif. Et ce dispositif, donc, a prévu des mesures, je vais dire, préventives et dissuasives surtout. C'est-à-dire qu'on donne un message en disant que celui qui va attaquer les points stratégiques pourrait recevoir plus de conséquences qu'il ne tirerait davantage. C'est ça le principe dissuasif. Donc, je ne pense pas qu'en cette qualité, on peut dire qu'on ait été choqué par cette présence. Peut-être que sur le plan des symboles, ça choque un peu. Nous sommes en politique, nous ne sommes pas dans une arène ou alors avec des partis qui sont belligérantes. Mais aussi, je voulais dire que les messages qui étaient portés n'avaient rien d'amène, c'est-à-dire n'avaient rien de très convivial. Donc, les forces de défense, de sécurité plus précisément, se sont prédisposées à pouvoir donner une réponse adaptée et appropriée aux risques et aux menaces qui étaient en ce jour-là évaluées. Alors, mon colonel, vous voulez peut-être nous dire également, nous expliquer pourquoi pas la présence, la très forte présence de la gendarmerie au niveau du siège du Manidem, mais également nous profitons pour vous poser cette autre question. Ce déploiement de la police et de la gendarmerie, est-ce que cela n'impacte pas un tout petit peu sur le Cameroun, notamment le regard qu'on peut porter sur le Cameroun à l'échelle internationale? Encore une fois, je vais répondre à cette question, mais je ne suis pas tellement de ceux que le regard devrait motiver une sanction ou alors devrait attirer des sentiments de collaboration, d'acceptation de l'extérieur. Qu'est-ce que l'extérieur a à faire sur la diplomatie camerounaise? Je vais vous dire quelque chose. Alors, nous avons eu des élections aux États-Unis c'est un pays qui passe pour être un modèle de démocratie. Et nous avons vu les excès, les abus qui sont déroulés dans ce pays. Alors, vous pensez que ces avatars-là qui se sont déclarés au vu au su de tout le monde, de l'opinion internationale, a créé un désordre ou alors un dysfonctionnement dans la suite de la planification des élections aux États-Unis. On a vu un président un candidat qui injurait un autre de manière totalement directe, ce qui, ici au Cameroun, serait passé comme de la sauvagerie toute pure, quoi. Mais bien, cela
cela n'a pas empêché que les élections se déroulent et qu'on déclare un candidat vainqueur. Non, il faudrait qu'on arrête, n'est-ce pas, de regarder. Ce regard international veut dire quoi en fait? Sinon que de se définir dans une position de soumission permanente, hein, et qui nous écarte définitivement de notre liberté, de nos véritables indépendances. Moi, ce que les Français pensent de mon pays, ou alors les Américains pensent de mon pays, alors là, je vous dis, ça me laisse à 37. Mais ce que les Camerounais pensent de la gouvernance, de ce que nous pouvons être, de ce que nous pouvons devenir, alors là, c'est une préoccupation pour moi parce que les élections, n'est-ce pas, du Cameroun vont se faire par le peuple camerounais avec les attentes de ce peuple. Donc, je pense que nous cherchons toujours très loin au plan des relations internationales. Je vais vous exhorter comme ça à lire l'ouvrage de Soroya Sidani qui parle, n'est-ce pas, de la déviance du système international. Et vous verrez que ce sont les nations occidentales puissantes qui sont les premières à culbuter les règles essentielles des relations internationales. Quand vous voyez ce qui se passe dans certains pays aujourd'hui, avec les guerres qui sont d'actualité, je voudrais juste citer celle d'Ukraine et celle de Gaza. Qui est la plus récente d'ailleurs. Vous allez comprendre que nous n'avons pas de leçons à recevoir de certaines puissances et que leur regard, qu'il soit obtus ou qu'il soit plat, eh bien, ne devrait pas nous empêcher de continuer ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est écouter le peuple. Alors là, nous avons plusieurs choses. Et on a l'impression qu'il a écouté ce peuple. Des requêtes. Et je pense que c'est à ce niveau que la pression devrait être grande pour que cela change et que nous rentrions vraiment dans ce véritable processus de démocratisation. Voilà donc ce que je peux penser de cette question. Merci. Merci beaucoup, le colonel à la retraite, docteur Didier Badjek. Réaction peut-être, Charles Cacharel-Forgan, mais nous embrayons sur cette question. On a vu également qu'au cours des audiences au Conseil constitutionnel, on a vu des journalistes qui ont été mis à la porte, ce qui remet quand même en cause la publicité, notamment des procès comme ceux-là qui sont pourtant publics. Oui, j'avoue que quand je venais sur ce plateau, quand j'ai vu qu'il y avait Didier Badjek, présenté comme expert en com et géostratège, et sur la même liste, j'ai vu Dr Patrick Rifoué. Je me suis dit, ok, moi, les journalistes jouent encore à un jeu que moi je considère comme malsain. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire qu'on avait cassé, on avait un peu plus ou moins caché son appartenance au RDPC, dont il est parfois l'un des brillants défenseurs. Non, mais là, j'avoue que je suis surpris et agréablement surpris parce que là, c'est la preuve. Cela me conforte dans ma position de dire que même dans le RDPC, vous avez des progressistes, les personnes qui pensent que les normes doivent être respectées, que l'État doit rester debout. Vous avez pu suivre ici les explications qui ont été données par le colonel Didier Badjek, qu'effectivement, ce qui s'est passé là, il n'a pas pu le dire, peut-être là, il a été suffisamment poli, mais que ce n'est pas acceptable, que c'est le contraire qui aurait été acceptable, que ce n'est pas exactement cela. Donc, vous avez vu quand il montre qu'en fait, il y a quand même que la démocratie au Cameroun a quand même pris un coup avec ce qui est arrivé au Conseil constitutionnel en partant du processus électoral jusqu'à cette étape. Donc il y a des manquements, il y a quand même un ensemble d'éléments qui sont de nature à interroger véritablement la démocratie au Cameroun, le régime au Cameroun aujourd'hui. Je constate qu'il a peut-être éludé la question de la présence militaire au Manilem. Bon, je veux bien croire qu'il aurait dénoncé, mais avec Pierre Claver qui a dit ici, parce que M. Campton n'est plus candidat, il est candidat du Manilem. Tout à fait. Mais le Manilem pense qu'il y aurait un Cameroun différent après le 2 octobre. Et que ce Cameroun-là pense par ce que le colonel a bien voulu dire, par l'engagement des Camerounais eux-mêmes. C'est-à-dire que tout dépend des Camerounais. Moi, je pense que le Cameroun est possible. Mais ce Cameroun est possible dans la mesure où on peut encore mutualiser nos forces. Parce que je crois qu'il a été un peu déçu de ce qui se passe à Yaoundé. On entend parler des candidatures consensuelles. Il faut comprendre très bien qu'il y a un groupe de personnes qui ont pris les devants. Avant même que le Conseil constitutionnel rende son verdict, d'écarter d'autres candidats qui attendaient encore que le Conseil constitutionnel puisse dire le droit. Et ils sont très empressés à vouloir rechercher une candidature consensuelle. Nous, les Camerounais, sommes preneurs. Vous comprenez à quel niveau on en est. Et que cela est de nature à décourager d'ailleurs certains Camerounais avec Pierre Claver sur ce plateau.
On est parti de 11 partis de l'opposition, on se retrouve à 4. Voilà, qui ne voient pas véritablement une issue et qui pensent à une nature même à fragiliser l'élection et à offrir, comme il a bien dit, une victoire sur un plateau en or, RDPC. Moi, je dis qu'au Maïdem, nous ne pensons pas comme ça. Non. Nous pensons que le 12 octobre, le régime tombera et il y aura un nouveau régime à Yaoundé. Vous allez faire la sorcellerie? Non, vous ferez quoi? Je le dis concrètement. Plusieurs personnes ont une opposition divisée, des personnes qui sont dans le doute. Et finalement, plusieurs personnes, même dans l'opposition, ont festoyé quand la candidature de Maurice Kamto a été rejetée. Mais je vous dis encore aujourd'hui, il reste le principal pilier, c'est-à-dire que le président Kamto, le Maïdem, l'APC, toutes les autres forces qui l'accompagnent, aujourd'hui, sont encore au centre de l'action. Et je dis, parce que tous ces gens-là ont pour horizon le Cameroun, qui pensent qu'il faut un nouveau Cameroun, que la première chose qu'il faut, c'est l'alternance, que c'est un nouveau régime, un Cameroun qui pourra satisfaire les Camerounais, alors nous sommes dans la dynamique que le 12 octobre, quelque chose, je ne sais pas, de révolutionnaire va se passer. Et donc nous appelons les Camerounais à rester dans serein. C'est-à-dire que le discours que Pierre Claver, je n'aurai pas ce discours. Moi, je suis optimiste que le 12 octobre, il y aura une alternance au Cameroun. Et l'alternance viendra par qui? Nous allons. Parce que dans les prochains jours, les Camerounais, je ne vais pas parler d'un mot d'autre. Je crois qu'ensemble, on va essayer d'amener les Camerounais à se rallier à cette cause-là pour laquelle ils sont mobilisés depuis longtemps en s'inscrivant sur l'électoral. En allant rejeter le cadre électoral, je pense que le 12 octobre, il y a une nouvelle dynamique qui sera mise en place pour que le Cameroun change. Merci. Donc je ne suis pas de ceux qui pensent que tout est perdu, rien n'est encore perdu. Oui, il y a des gens qui jouent à un jeu malsain. Je pense que même ceux-là seront bien obligés de s'aligner. Maintenant, vous avez parlé des journalistes. On sort par là? Je vous ai dit ici que quand on parle de liberté d'expression, de liberté de presse au Cameroun, c'est encore un leurre. Cela s'est manifesté. On parle d'une audience publique. Tout à fait. Vous avez des gens qui spontanément... Il y a des journalistes de la chaîne Naya TV qui donnaient le live de ces audiences et justement qui ont été mises à la porte, mano militari, et puis sans façon. Si vous regardez très bien ce qui s'est passé en 2018, c'est à la suite des audiences publiques relayées par les médias au Conseil constitutionnel que beaucoup de Camerounais ont pris comme goût à la chose politique. Tout à fait. Certains en étaient déjà découragés. Vous avez justement, vu que tous pendant ces allés. audiences, sortait donc de terre pratiquement une grande figure, Maître Michel Ndoki, avec tout ce qu'il y a eu, notamment le collège. Il y a des vocations. Il y a des vocations. Par exemple, au niveau de l'avocature, il y a des gens qui aujourd'hui sont engagés, on dit je deviendrai avocat parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Mais vous avez des Camerounais qui ont pris goût à la politique. Mais très vite, ceux qui nous gouvernent l'ont compris. Et en 2025, ils disent on n'en veut pas. Même ceux qui ont pris quand même la peine. C'est pas divisé sur Internet, vous avez vu qu'ils ont été stoppés net. Donc on en est là aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un pays de démocratie. Et la démocratie ne s'accommode pas quand même de la liberté d'expression, de la liberté de presse. On en est là aujourd'hui. Mais les journalistes doivent prendre leurs responsabilités. Parce que là encore, les journalistes jouent le jeu du pouvoir. Vous êtes un corps de métier dont on vous empêche de travailler. Mais ça, c'est encore vous qui accompagnez le pouvoir là. Un pouvoir qu'il faut dénoncer. On aurait pu, de commun accord, poser des actes qui montrent que nous ne sommes pas d'accord avec cette pratique. Mais que faisons-nous? Vous avez encore ces gens. On pouvait même désirer sur nos plateformes des villes par le RDPC. Oui, mais parce que ce régime RDPC, qui aujourd'hui militarise, non. De toutes les façons, on ne le fera pas sur Balafon. Les journalistes doivent prendre leurs responsabilités. On ne le fera pas sur Balafon Télévision. On reste justement ouvert et puis accroché au principe, au sacro-saint principe du journalisme qui voudrait qu'on donne la parole à tout le monde. Vous êtes enseignant. Mais donnez la parole à tout le monde, mais quand on vous empêche même de donner cette parole-là, vous devez quand même en tirer les conséquences. Merci Charles Cacharel-Forgan. Rendons justement cette information que nous avons parlé relative justement à ce groupe de travail du côté de Yaoundé. Il y a un communiqué presse à l'issue des travaux tenus à Foumban et Yaoundé le 8 au 10 juin 2025. Les candidats et leaders politiques engagés dans la dynamique du consensus pour l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun tiennent à informer l'opinion nationale et internationale des résolutions suivantes. Alors, résolution adoptée, mise en place effective du comité technique pour la consolidation du programme commun. Ce comité a pour mission d'harmoniser les visions politiques, sociales, économiques des candidats engagés dans la démarche consensuelle
Il travaille à l'élaboration d'un programme commun porteur d'espoir et de changement pour le peuple camerounais, de création d'un groupe de travail pour la gestion des représentants dans les bureaux de vote. Ce groupe de travail est donc chargé de coordonner la présence des représentants dans les bureaux de vote à travers le territoire national et international. Elle veillera à la transparence du processus électoral et à la sécurisation du vote des citoyens. Prochaine étape justement, les candidats sont convenus de poursuivre les consultations pour la candidature consensuelle en allant à la rencontre des autres candidats et leaders politiques dans un esprit d'ouverture et de rassemblement. Une prochaine séance de travail est prévue dans les jours à venir, dont la date et le lieu seront communiqués. Engagement commun. Nous réaffirmons notre engagement à œuvrer pour une alternance démocratique crédible fondée sur la volonté du peuple camerounais. La dynamique enclenchée à Fumban a renforcé à Yaoundé marque une étape décisive vers la victoire du peuple souverain au lendemain du 12 octobre 2025. Raoul, les Mopi, vous avez justement suivi cela. On parle entre autres de ces audiences, on parle de ce complot, mais on parle également de quelques erreurs politiques du professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'il n'y a pas également matière à regarder cela? Par exemple, il a boycotté les élections, il a entre autres déclaré sa victoire au lendemain de l'élection de 2018, entre autres éléments. Est-ce que ce n'est pas fort de cela qu'à un moment donné, ceux qui dirigent ont estimé que c'était des erreurs sur lesquelles il fallait sauter le regard du philosophe? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même placer un ou deux mots relativement à ce que le co-discutant du PUS a eu à dire aussi, à ce que le colonel Badjek a eu à dire. Relativement, n'est-ce pas, à cette défection qu'il a eu à mettre en vitrine, il faut quand même qu'on se pose un certain nombre de questions. Lesquelles? La première question, comment sont nés certains de ces partis politiques qui aujourd'hui sont sur les starting blocks? Vous avez une idée? Première question. On peut discuter de cela. La deuxième question. Peut-être que vous avez une idée. La deuxième question, mais on a suivi certaines autorités administratives, n'est-ce pas, pour nous faire écho, n'est-ce pas, pour certains, dit comment, n'est-ce pas, certains de ces leaders ont été positionnés. Il y a même d'autres choses, c'est ce qu'ils faisaient autrefois au Canada et comment ils se retrouvaient dans le jeu politique. Donc, il faut poser des questions essentielles. Comment naissent certains de ces partis politiques? Qui les finance? Qui finance ces partis politiques? La troisième question, quel est le positionnement idéologique de ces partis politiques-là? Et quand on parle du positionnement idéologique, il faut voir d'autres choses. Le poids, n'est-ce pas, le poids politique de ces partis politiques, leur présence quotidienne dans l'animation des questions politiques, l'animation du social. Et on est parti d'une élection de 2018 à une autre de 2025. On peut poser une question simple. Où étaient certains de ces présidents? Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un problème de fond. Et je ne suis pas surpris, n'est-ce pas, de savoir qu'à un moment donné, il y a défection. Parce que plusieurs qui sont là-bas sont financés par le cabinet civil. Il faut avoir les preuves. Je vous dis, ils sont financés par le cabinet. Vous avez les preuves? Je reprends. De toute façon, nous n'assumons pas. Je vous dis, vous assumez vos propos. Plusieurs sont financés par le cabinet civil. Vous assumez ces propos. Et vous savez pourquoi? Justement parce que il faut, n'est-ce pas, peindre, n'est-ce pas, le vernis démocratique sur la forfaiture qui est en train d'être organisée. Parce qu'il faut qu'on dise clairement à vos téléspectateurs. Vous parlez par exemple, vous êtes revenu sur les questions de la justice. Vous savez que quand les magistrats du Conseil constitutionnel ont rendu leur décision, j'ai un collègue qui travaille, n'est-ce pas, au lycée bilingue, n'est-ce pas, de Ngaoundéré, qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il comprend pourquoi, lorsque Diane Yango, notre collègue, a été assassiné, tout à fait, n'est-ce pas, le meurtrier a été condamné à 52 000 francs et on l'a libéré. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un ressenti général. Et quand j'écoute, par exemple, le colonel Didier Badjek, je l'ai noté là, qu'est-ce que l'extérieur vient faire dans les affaires du Cameroun? On peut aussi dire arrêter de prendre l'argent au FMI à la Banque mondiale. Il ne faudrait pas simplement qu'on mette l'extérieur de côté lorsqu'il faut porter un regard sur la santé politique qui a une incidence sur la santé des affaires dans les États. On ne peut pas dire que l'ONU n'a pas un droit de regard ou bien la France alors que ce sont vos partenaires internationaux. Il faut qu'ils le sachent. Parce que aussi, ceux qui partent d'ailleurs pour venir investir au Cameroun, ils vont poser des gros points d'interrogation sur leur investissement du fait de cette insécurité juridique. Parce que c'est ça. Je crois que sur ce plateau-là de justice, n'est-ce pas, des affaires pour un même terrain, 4 titres fonciers. Chacun a donc vu au Conseil constitutionnel pourquoi un même terrain peut avoir plusieurs propriétaires. Voilà. Donc c'est cette insécurité juridique qui rend problématique les questions de développement dans un État. Et c'est ça qui doit faire peur. Parce que vous pouvez vous retrouver dans une gendarmerie, vous venez vous plaindre et puis vous mettez en cellule.
Et quand, n'est-ce pas, la justice ne fait plus l'objet de confiance, on plonge dans l'état de nature. Et maintenant, si vous voulez qu'on revienne à la question que vous avez posée. Où justement l'homme devient un loup pour l'homme, pour parodier Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. C'est ça, on plonge dans l'état de nature. Et pour revenir à ce que vous avez posé comme question, est-ce qu'il y a eu des erreurs politiques du professeur Maurice Kamto? Dans mon propos liminaire, je vous ai dit, si on peut accuser le professeur Kamto de n'être pas allé aux législatives et aux municipales de 2020, je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Tout à fait. On peut aussi questionner le report calculé de ces élections. Parce que ces élections devront avoir lieu avant les présidentielles. En 2025. Quelle est donc la raison? La loi dit que les élections sont susceptibles d'être reportées lorsque on a une menace certaine et sérieuse. Et avec quelle menace? Pourquoi on reporte les élections? Moi, je me dis qu'il y a une conspiration contre le leader du MRC. Et l'optimisme que... il faut rappeler qu'aujourd'hui, il n'est plus du MRC, il est déjà... non, il est du Manidem. Voilà, il est du Manidem, mais on ne peut pas désolidariser tout parce que ce sont les partis qui sont à l'intérieur de l'APC. Est-ce qu'on se fait bien comprendre? Tout à fait. Alors donc, l'optimisme, n'est-ce pas, que Charles Cacharel, Ngafonga met en vitrine, c'est un optimisme, n'est-ce pas, teinté aussi de méfiance. Parce qu'il faut se demander, si demain, le professeur Kamto donne des consignes de vote, allons derrière X, mobilisons-nous. Pensez-vous que les babous qui sont tapis dans l'ombre, qui tirent les marrons du feu, ne vont pas poser des actes anti-juridiques pour disqualifier celui chez qui le professeur a demandé, n'est-ce pas, pour qui le professeur a demandé de battre campagne? Donc moi je dis que, et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que le colonel dit, hein. Maintenant je suis d'accord à quel niveau? En fait, la question de l'élection de 2025 au Cameroun, c'est un défi que l'histoire a lancé au peuple camerounais. C'est une question pour le peuple camerounais. C'est un projet pour le peuple camerounais. C'est au peuple camerounais de nous dire si on va faire encore la gouvernance par procuration des hautes institutions pendant 7 ans. C'est au peuple camerounais de nous dire s'il voudrait que chaque fois que le président de la République et le candidat du RDPC fassent des apparitions publiques, qu'on filme les hirondelles et qu'on nous dise s'il veut pleuvoir ou pas. C'est au peuple camerounais de nous dire s'ils veulent un président qui est présent ou bien un président qui est embusqué dans les buissons. Moi, je crois que l'élection de 2025 charrie beaucoup d'enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'on sera la première curiosité mondiale de voir un État qui est dirigé par quelqu'un pendant 50 ans. On n'a jamais vu ça quelque part. La deuxième des choses, un président qui a 100 ans, vous-même, vous pensez que c'est normal? Si l'espérance de vie au Cameroun... Mon avis si l'espérance de vie au Cameroun... Mon avis ne compte pas. Si l'espérance de vie... Je chute. Oui. Si l'espérance de vie au Cameroun est de 56 ans, comme dit l'INS, cela veut dire que là où nous sommes sur le point de partir. On n'aura pas eu la chance de voir 2 présidents. Et je crois quand même que, du point de vue de l'élégance politique, il faudrait, parce que même quand la candidature du président Paul Biya a été posée, je me suis formulé de nombreuses interrogations. Parce que je crois que c'était au cours de la visite du président français, je crois que c'est au président Macron, que le président Paul Biya avait dit, le moment venu, je veux me prononcer si je reste ou je m'en vais au village. Est-ce qu'à date, le président Paul Biya s'est prononcé pour nous dire s'il va rester ou bien s'il va aller au village? Je me dis, ceux qui sont embusqués derrière les hautes instructions ont le devoir moral de faire tomber le masque et de se positionner comme des acteurs politiques clairs et qu'ils affrontent les autres dans la justice et l'équité. Merci. Merci beaucoup Raoul Lemopi. On parle justement de cette candidature recalée du professeur Maurice Kamto, candidat du Manidem. Cela charrie également, on va le dire, quelques réactions au sein de l'opposition. On a par exemple entendu parler sur la question l'avocat conseil du PCRN, Maître Roger Bébé, qui justement a dit toute sa désolation parce que c'est un poids politique fort qui était donc exclu de la cause. Et sans oublier également Samuel Hiram Iodi du MP3 qui dit justement que l'injustice a été vécue. Écoutons plutôt. La réaction qui est celle du PCRN devrait en réalité vous être donnée par le président Cabral Libi, qui n'est pas là. Mais en tant que son conseil et par ailleurs son vice-président, je vous dirais que c'est une réaction de satisfaction, de soulagement. Mais à vrai dire, ma première réaction va à l'endroit de nos militants et sympathisants qui nous ont toujours soutenus, qui nous ont toujours accordé leur confiance. Parce que sans les sacrifices de nos militants, on n'en serait pas là, je peux vous le dire.
Je voudrais aussi dire un merci. Sincèrement, quand c'est bien fait, il faut le reconnaître. Il faut dire merci à Elekam, qui a fait un bon travail. Il faut dire merci au Conseil constitutionnel, qui a dit le droit et qui a rehaussé l'éclat, l'image de notre justice et de notre démocratie et de notre état de droit en général. Mais cela pourrait peut-être vous suspendre. Je voudrais avoir aussi un mot pour certains acteurs. Un premier mot pour l'Ominati. Parce que vous savez que nous n'avons pas toujours été en phase avec l'Ominati par rapport à ce litige qui connaît son aboutissement ultime aujourd'hui. Pour nous, comme notre nom l'indique, nous sommes un parti de la réconciliation. D'accord? Donc nous n'allons pas tirer sur l'Ominati. Pour nous, c'est le temps de la réconciliation. Nous sommes tous Camerounais. Nous devons regarder vers la même direction. Mais je voudrais aussi avoir un mot avec beaucoup de gravité. Et là, ce n'est pas l'avocat qui parle. Là, c'est le militant qui parle. Je voudrais avoir un mot pour un grand parti, pour un grand acteur de la politique au Cameroun, le MRC. Donc, le candidat, même s'il est présenté par le Manidem, d'accord, même si sa candidature, même s'il a été investi par le Manidem, mais il y a un grand acteur qui sera absent du jeu démocratique. C'est à déplorer. Vous comprenez? Il faut le déplorer. Même si ce sont les règles de droit qui ont primé, mais c'est un fait à déplorer que nous sommes amputés d'un acteur majeur. Ça, je tenais aussi à le souligner. Voilà les premières réactions qui peuvent être les miennes. Chers compatriotes, chers patriotes, je suis Hiram Samuel Yodi, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Je prends la pleine mesure de m'adresser à vous au pied du monument de la Renaissance africaine quand on sait quel doit être le rôle du Cameroun dans la construction de notre nouveau leadership continental. Nous sommes à 9 semaines de l'élection présidentielle et je ne reprendrai pas la symbolique du chiffre 9 pour tous les peuples qui composent notre nation. 9 pour une nouvelle naissance, 9 pour la Renaissance. Mais ces dernières heures, ces derniers jours, nous avons assisté à une injustice politique majeure. La session du Conseil constitutionnel a éliminé l'un des acteurs majeurs de notre scène politique, pour ne pas le citer, le professeur Moïse Kamto. Au-delà des aspects juridiques que je ne voudrais pas développer ici, je voudrais dire que l'élection présidentielle est un moment particulier de rencontre entre l'ensemble des voix et des idées de construction de ce que doit être notre pays. Et à cette occasion, aucun de ceux qui représentent des spécificités et des composantes particulières de notre société ne devrait être écarté. Je viens donc ici exprimer toute ma sympathie à l'endroit de l'ensemble des militants du MRC et du Manidem, mais aussi à l'endroit de l'ensemble des citoyens camerounais qui se sont sentis blessés par cette décision qui a pour but de nous démobiliser. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en octobre 2025, nous avons traversé un moment particulier de notre histoire. Un moment qui doit appeler à notre mobilisation, à notre engagement pour transformer l'histoire de notre pays. Nous devons changer et mettre fin à ce régime pour mettre en place un système démocratique, électoral, transparent, qui permettra de porter à la tête de nos pays ceux qui ont effectivement été désignés par le peuple camerounais. Alors je vous appelle à redoubler d'efforts, à redoubler d'ardeur. Il faut que la force et le courage prennent le dessus sur la peur et sur le découragement. Mobilisons-nous nombreux. Le 12 octobre, nous avons une opportunité particulière de donner notre voix à l'histoire de notre pays. Je vous l'ai dit et je ne cesse de le dire. Si nous sommes 6 millions d'électeurs au mois d'octobre, peu importe les données, le candidat de l'RDPC ne fera pas 2 millions de voix. Et même sans coalition, celui qui sera désigné président de la République sera un candidat de l'opposition. Merci. C'était donc les voix que l'on a entendues au sein de l'opposition. Et d'ailleurs, il faut rappeler, André Blaise et Sama, que Samuel Hiram Yodi, on l'a vu sur la sépulture, notamment du président Amadou Ahidjo. Est-ce que c'est un geste fort pour un futur président d'aller justement faire une sorte de salutation ou encore ses amitiés, présenter ses respects
au premier président du Cameroun? Il est jeune, c'est vrai qu'il aurait dû aller sur la tombe de Oumyobé plus tôt, ce serait plus porteur. Aller plutôt au Sénégal, c'est questionnable pour moi parce que non seulement nous sommes en train de vouloir revenir à l'essence du Cameroun, la dignité. Notre peuple souffre de n'avoir pas ces infrastructures que des pays comme le Sénégal ont, notamment les universités Cheikh Anta Diop là-bas, ils sont très bien. Ils ont même gardé notre président, le seul pays où le président et sa femme sont à l'étranger, c'est-à-dire le Cameroun est une curiosité. En fait, j'ai envie de vouloir peut-être demander, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a 93 ans a vraiment bien travaillé s'il veut encore se représenter? En fait, c'est ce qu'il faut poser comme question, tout simplement, pour comprendre que le pays est tombé et nous sommes à terre. Et quand nous sommes à terre, il faut des patriotes capables de relever ce pays. Et parmi ces patriotes, j'ai évoqué quelque chose peut-être que vous n'avez pas voulu me laisser poursuivre. Il faut des personnes qui acceptent de mourir pour la patrie. Et c'est ce que nous n'avons pas comme culture en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, là-bas, ils meurent pour leur patrie. En Afrique de l'Ouest, ils meurent pour leur patrie. De toutes les façons, on ne va pas amener les gens. La vie elle est sacrée, André Blaise et ça. C'est aussi l'occasion de ne pas récolter ce que les autres sèment. Parce qu'on ne peut pas passer le temps à citer Douala Mangabel, Lord Priso ou Myobé et croire que c'est peut-être parce qu'ils s'étaient au voix bébé. Non, ils ne s'étaient pas le voix bébé. Le sang est sacré, c'est vrai, mais les intentions des êtres humains générationnellement, c'est également le temps de montrer que vous êtes prêts à prendre des coups. Là, tout de suite, là, sur Balafon Télévision, si un intervenant fait allusion à quelque chose de malsain contre l'éthique journalistique, vous allez le stopper, clair. Tout à fait. Alors, c'est pour cette raison que le peuple également, citoyennement, doit être amené à prendre ses responsabilités générationnelles lorsqu'il y a déjà étouffement, les voix étouffées. Les Camerounais sont étouffés un peu partout, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans les infrastructures routières. J'ai vu Caresse Photo être bloquée à Marou parce qu'elle voulait prendre l'avion. Kameko, les passagers qui se retrouvent en train de vouloir fuir. Tout ça, non. Ça, c'est quoi ça? On va arriver où? André Blaise et Sama, avant de ressortir, on va faire une dernière boucle pour sortir de ce sujet. On va écouter justement la réaction du professeur Maurice Kamto qui dit justement être désolé, enfin, qui dit être dépassé et qui dit justement que la justice camerounaise a trahi le peuple, mais lui, il ne le trahira pas. Écoutons. A rejeté ma candidature à l'élection. Le 26 juillet 2025, le Conseil électoral de l'ECAM a rejeté ma candidature à l'élection présidentielle régulièrement présentée par le Manidem. Le 28 juillet, j'ai déposé un recours contre cette décision infondée devant le Conseil constitutionnel. Le 4 août, nous avons présenté à cette haute instance tous les arguments de fait et de droit qui plaidaient en faveur de la validation de ma candidature, ainsi que les éléments de preuve qui établissaient l'imposture de la seconde candidature attribuée au Manidem. Le 5 août, au terme de son délibéré, le Conseil constitutionnel a rejeté mon recours demandant la validation de ma candidature au motif qu'il est non fondé. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité le gros piège politique des élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott. Le régime voulait détruire le MRC à travers ces élections et ne nous a jamais pardonné d'y avoir échappé. Dès lors, la campagne de diabolisation du MRC et de son président national était lancée et la décision d'empêcher ce dernier, par tous les moyens, de prendre part à l'élection présidentielle de 2025 était prise. C'est dans cet esprit que les élections législatives et municipales prévues en février 2025 ont été reportées à mars 2026 afin d'empêcher le MRC d'avoir des élus et de pouvoir présenter son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le régime RDPC a organisé pendant plusieurs mois de faux débats
sur la nullité du mandat impératif pour montrer malgré cela que le MRC ne pourra pas présenter de candidat sous sa bannière et que s'il tentait de le faire, celle-ci serait rejetée et le pouvoir veillerait à ce qu'il n'y ait pas la moindre protestation. Bien plus, on nous a indiqué la seule voie qui s'offrait à nous. Faire présenter ma candidature par un des 18 partis politiques ayant obtenu des élus à l'issue des élections de 2020. Je dois redire que rien n'interdisait au MRC de présenter un candidat à cette élection présidentielle. Mais il fallait éviter de donner au régime un prétexte pour rejeter une candidature présentée par le MRC, car le rejet de la nullité du mandat impératif était devenu pour ce régime une question de vie ou de mort. La présentation inattendue de ma candidature sous la bannière du Manidem fut un choc à peine voilé pour le pouvoir de Yaoundé. Pris de court, le régime en place s'est empressé de fabriquer un nouveau président de Manidem ainsi que son dossier de candidature pour créer artificiellement ce qu'on a appelé une pluralité d'investiture. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'adresse mes remerciements chaleureux à tous ceux nombreux qui m'ont manifesté sans relâche leur soutien patriotique et démocratique durant cet épisode qui vient de se dénouer devant le Conseil constitutionnel le mardi 5 août 2025. Merci. Justement, à la suite de cette sortie, il disait « Je ne vous trahirai pas », professeur Maurice Kamto, et d'ailleurs qui accusait la communauté internationale de n'avoir rien fait. Pierre Claver Nkodo, le professeur Maurice Kamto qui dit justement que face à une telle injustice, la communauté internationale aurait pu dire un mot, elle qui reste silencieuse. Oui, mon cher, vous savez, le PUR, c'est un parti souverainiste panafricaniste. L'ingérence étrangère, selon nous, c'est une violation des droits élémentaires de notre pays. Oui. Et nous sommes contre toutes les ingérences. Contre toutes les ingérences, parce que les misères de ce pays, justement, sont la conséquence de ces fameux accords de coopération que la France a imposés au feu président Ahidjo en 1959, en gage de son accession au pouvoir. Lorsque je l'ai dit, c'est pour insister que nous avons d'ailleurs condamné, le premier secrétaire du PUR a condamné cette fameuse alliance et l'ONU a dû organiser une séance d'explication. Le fameux financement, mais en réalité, l'ONU voulait, l'Organisation des Nations Unies voulait justifier une sortie de 3 milliards de francs CFA de ces caisses en jouant à celle qui accompagne les Kamilés. Les Kamilés n'aura jamais demandé de l'argent. Ça, c'est une précision qu'il faut savoir. Lorsque le directeur général de la gendarmerie française vient se balader au Cameroun, nous l'avons condamné fermement. On a vu justement beaucoup de généraux camerounais qui étaient comme des enfants devant lui. Nous avons condamné cette démarche. Il faut aller prendre de l'argent. Chaque fois que la soin de notre pays a été menacée à travers l'ingérence étrangère, nous l'avons fait. Je pense que en politique, la politique a beaucoup de subtilité. Et l'une des règles, même dans la vie courante, c'est ne jamais prêter le flanc à son ennemi. Lorsque vous lui prêtez le flanc, il vous rattrape et très souvent, surtout quand il a les moyens de sa politique, il peut vous placer un coup dont vous ne vous remettrez jamais. Alors, lorsque je l'ai dit, c'est pour insister sur le fait que nous devons éviter en politique de prêter le flanc, sinon ce n'est plus la politique. La politique, c'est tout ça. Je te calcule, tu me calcules. Si tu me prêtes le flanc, je te frappe. Mais Si dans les règles de droit, hein. Oui, mais dans les règles. Moi, je suis sur un principe. Ma vie, même à moi-même. Si je sens que tu es plus fort que moi, je ne vais pas t'affronter frontalement, je vais te calculer jusqu'à ce que je te gagne. Donc, les erreurs que nous commettons, des fois, nous rattrapent malgré nos convictions profondes. Le PUR pense que l'idéal pour nous aurait été d'avoir tous ces adversaires-là face à nous dans le cadre de cette présidentielle, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'à cela ne tienne,
nous allons continuer à promouvoir notre programme politique, comme je le rappelais, qui est un programme de souverainiste, panafricaniste et qui place le Camerounais au centre de tout. Parce qu'il s'agit pour nous de contribuer à la construction d'un nouveau Cameroun, souverain et uni. Vous conviendrez avec moi, aujourd'hui, on faisait allusion tout à l'heure des tentatives de coalition et d'alliance qui n'arrivent pas à prospérer. Elles n'arrivent pas à prospérer parce que les gens n'arrivent pas encore à maîtriser les véritables enjeux qui nous interpellent tous dans l'intérêt du Cameroun aujourd'hui, c'est-à-dire 65 ans après l'indépendance. Encore, cette indépendance est entre guillemets. Nous pensons que le Cameroun n'est pas indépendant chez nous. Parce que le Cameroun ne peut pas être indépendant et continuer à voir la France s'ingérer. L'ambassadeur de France a convoqué, a eu des séances de travail avec certains leaders politiques dans ce pays et il le fait librement. Est-ce que l'ambassadeur du Cameroun en France peut faire la même chose? Ce n'est pas quoi, parce que nous ne sommes pas considérés comme un État souverain par la France. C'est pour ça que le débat, pour chez nous, le débat sur la souveraineté est un débat qui interpelle chacun de nous. Parce que lorsque vous faites le bilan des relations entre la France et le Cameroun, 65 ans après les indépendances, vous conviendrez avec moi qu'on va dire « Ok, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas ci, il n'y a pas de ça ». Est-ce que nous sommes conscients des conséquences de l'utilisation du franc CFA? Notre économie est prise en otage par le franc CFA. Est-ce qu'on peut se dire, au vu du développement que vous faites, que l'une des priorités du prochain président du Cameroun, après le 12 octobre, ce sera notamment cette souveraineté monétaire? On sait justement qu'il y a un brillant économiste, Tchéndjan Pwemi, qui a travaillé sur la question monnaie. Et qui a laissé sa peau dans cette histoire. Tout à fait, et qui a laissé justement sa peau. Est-ce que ce n'est pas risqué pour le prochain président? Écoutez, nous n'allons pas travailler la peur dans le ventre. Ceux qui sont morts, d'ailleurs, nous sommes en train de promouvoir l'impodolisme, c'est-à-dire nous sommes prêts à donner notre vie pour cette nation, elle en a besoin. Mais pas en nous suicidant, mais en amenant les Camerounais à penser des choses, à réfléchir autrement, surtout dans l'intérêt de notre pays, non dans l'intérêt des individus. Le professeur Tchéndjan Pwemi, c'est une grosse figure, oui. Mais elle a laissé sa peau dans ce combat. Et je vais vous rappeler qu'au Sendafana, lui en également, 1957, le premier docteur diplômé en sciences économiques dans une université française, africaine. Oui. En 1957, aussi parlait d'une monnaie unique africaine, qu'elle avait d'ailleurs baptisée Afrique. Mais il est mort dans des conditions que vous n'imaginez pas, avec décapité dans un marquis de Djoum, parce que justement, il portait en lui le combat de la souveraineté du Cameroun. Et comme disait quelqu'un, pour ne pas le citer, Arthur Koestler et Albert Camus, la société brandit les têtes coupées pour que les prochains candidats au meurtre, ils lisent leur avenir et reculent. Ça nous amène à prendre cette légère transition. Justement, nous revenons pour aborder la deuxième thématique relative notamment à la nomination des généraux à la tête de l'armée camerounaise. On sait justement que ce décret signé par le président de la République le 15 juillet dernier mettait en scène l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée marine et la gendarmerie nationale. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de jours après, ces généraux n'ont justement pas encore été installés. Eux qui ont été nommés bien avant les sous-préfets et les préfets, alors que les préfets et les sous-préfets sont installés. Qu'est-ce qui bloque justement? C'est cette question que nous allons poser au colonel Didier Badjek qui est avec nous en ligne. Colonel Didier Badjek, qu'est-ce qui bloque l'installation des généraux nommés le 15 juillet dernier? Peut-on mettre cela sur le coup des élections? Bien, rien ne bloque l'installation des généraux qui viennent d'être nommés, qui ont été récemment nommés le 15 juillet dernier, sinon que je voudrais vous dire que le cérémonial qui va constituer à la remise de leurs attributs est un cérémonial qui est assez lourd sur le plan logistique, c'est-à-dire celui de l'habillement, de l'organisation même, et aussi il impose qu'il y ait une fenêtre favorable au niveau des institutions pour pouvoir organiser une telle cérémonie qui a toujours des implications diverses au niveau de la vie de la nation, c'est-à-dire au niveau politique, au niveau social, au niveau sécuritaire même, au niveau même de l'armée, n'est-ce pas,
sa construction psychologique, sa construction morale. Donc, il ne faudrait pas qu'on aille chercher la petite bête, surtout que si vous avez bonne mémoire, même les autres nominations, il y avait du temps qui était passé. L'habillement d'un officier général, ce n'est pas une chose qui est évidente et qui est naturelle. On n'habille pas un général comme on habille un colonel. Il y a les attributs qui nécessitent un savoir-faire particulier. Il y a une mise à disposition logistique parce que le général a quand même des moyens, notamment des moyens de locomotion qu'il faut donner et mettre un fanion sur le véhicule, ainsi de suite, tout plein d'autres points logistiques que vous n'êtes pas supposé connaître, mais c'est assez difficile. Donc maintenant, vous savez que le Cameroun venait de passer quand même un moment important de sa vie nationale avec cette phase de sélection des candidats qui devaient concourir pour l'élection du présidentiel du 12 octobre prochain et que cela a mobilisé certains membres du gouvernement, mobiliser les institutions, mobiliser même ces forces de défense qui devraient investir une certaine acuité pour le déroulement heureux de cette organisation, et qu'on peut comprendre que peut-être que le cérémonial ait été renvoyé sine die, mais il va se faire et qu'il n'y a aucune interprétation outre mesure à faire en ce qui concerne même pas un ajournement, parce que rien n'a précisé que l'organisation de ce cérémonial devrait se tenir à une date précise pour qu'on l'ajourne. Eh bien, le haut commandement va savoir exactement quand est-ce que cela va se faire, qui sera présent, qui va présider la cérémonie. Et puis, quand même, à un moment donné, lorsque un pouvoir exerce, n'est-ce pas, ses missions et ses prérogatives, qu'on laisse quand même à ce pouvoir le temps d'organiser certains segments essentiels de la vie institutionnelle. Parce qu'à un moment donné, on va demander au président, on va lui dire comment est-ce qu'il faudrait qu'il mange, comment est-ce qu'il faudrait qu'il s'habille, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va décider, qu'est-ce qu'il va décréter. Moi, je pense que ce débat n'a pas raison d'être. Il ne faut pas qu'on se préoccupe plus que les acteurs qui ont reçu la lettre de mission. Alors, mon colonel, justement, vous avez parlé de l'armée, vous avez parlé de mobilisation, c'est le terme que vous avez utilisé. On réalise justement qu'il y a eu une mobilisation pendant notamment la période du Conseil, des audiences au Conseil constitutionnel. On voudrait en savoir un peu plus. Dans un contexte comme celui-ci, on ne peut pas détacher ces nominations du contexte électoral. Quel rôle l'armée doit jouer pendant un moment comme celui-ci, mon colonel ? Bien, le rôle de l'armée, je vais déjà vous dire que l'armée n'a aucun rôle pendant ce genre cette période. L'armée, il faudrait déjà qu'on distingue ce qu'on appelle les forces de défense et les forces de sécurité. Voilà, on les appelle les FDS, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité, mais qui ont des missions complémentaires. Les forces de sécurité ont pour mission régalienne d'assurer la protection des personnes et des biens, pendant que les forces de défense, qui sont des forces de troisième catégorie ou encore appelées des forces conventionnelles, ont pour mission d'assurer l'intégrité du territoire national, tant au niveau transfrontalier qu'au niveau intérieur. Mais en plus de cela, elles garantissent la sécurité, n'est-ce pas, et la stabilité du pays, et ils assurent également, la protection des institutions et de la personne qui les incarne. Voilà en gros. Donc, s'agissant des élections, c'est un événement de la vie nationale qui peut engager, je veux dire, comme ça, certaines manifestations qui peuvent être hostiles, qui peuvent être de nature à troubler l'ordre public. Et qu'à partir donc de ce moment, eh bien, ce sont les forces de sécurité qui sont sécurisées. Mais cela ne va pas empêcher aux forces de défense, à l'armée, comme vous dites, d'être en alerte que si, par extraordinaire, on dépassait le cadre de maintien de l'ordre, eh bien que ces forces puissent intervenir immédiatement pour protéger les institutions. Voilà donc ce qui est dit.
Alors, mon colonel, c'est vrai qu'il y a... Justement, mon colonel, nous voulions savoir, il y a cette question qui reste toujours en suspens, de savoir quelle était la présence, qu'est-ce qui pouvait justifier la présence, notamment des gendarmes du côté du Malidem. Mais vous voudrez bien répondre à cette question si vous voulez bien. Mais il y a également une question qui taraude nos esprits ici, mon colonel. On a souvent vu les forces armées et police, ou même la gendarmerie déployée dans la plupart des pays, si on estime justement que le moment est un tout petit peu critique. On voit de plus en plus dans les villes camerounaises, et même aujourd'hui, pour ceux qui ont regardé dans la ville de Douala, pratiquement dans tous les points chauds, il y a la gendarmerie postée, la police un peu partout. Est-ce qu'on pourra assister, comme ce fut le cas en Centrafrique en 2011, à une sorte de militarisation du Cameroun pendant la période électorale? Bon, déjà, il ne faut pas comparer les deux écosystèmes. Hein. Cameroun, ce n'est pas la RCA. On a vu l'armée déployée en RCA peut-être parce que c'était un pays qui était presque failli et il y avait plusieurs zones grises et que cela relevait d'une sécurité avec une belligérance armée bien déterminée. Ici au Cameroun, il n'y a pas de belligérance armée. Jusqu'à preuve de contraire, le débat reste politique et reste symétrique, c'est-à-dire que nous avons des possibilités de pouvoir nous dire des vérités par médias interposés ou bien par autres supports de communication. Ce n'est pas la même chose. En RCA, il y a des gens qui ne reconnaissent pas déjà le régime en place. Ils se sont installés dans une rébellion et puis ils ont des attitudes belligènes vis-à-vis du pouvoir en place. Eh bien, à partir de ce moment-là, il y a un risque contre les institutions et à partir de ce moment-là, l'armée se doit de jouer son rôle de garant des institutions. Et comme, justement, en Centrafrique, la construction de l'armée participe de la construction, le retour au calme de tout le pays, il y a une formation des militaires qu'il faut reprendre en main pour avoir une armée nationale digne de ce nom, eh bien, il va falloir de temps en temps que peut-être les forces de maintien de la paix qui sont là puissent agir pour que au moins ces élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Rien de plus. Mais sinon, lorsque c'est des cas de maintien de l'ordre, eh bien, la RCA, que ce soit la RCA ou le Cameroun, eh bien, ces pays feront face aux engagements, je veux dire, conventionnels, des réponses aux manifestations de petites intensités, que sont le maintien de l'ordre, et puis ils engageront soit la police, soit la gendarmerie. Voilà. Donc l'armée, dans un pays démocratique, n'a rien à voir avec le politique. L'armée devrait rester dans les casernes. Mais cela ne veut pas dire que dans un pays, s'il y a une situation, une escalade, qui peut créer une étincelle sociopolitique, au risque de se contaminer au niveau sécuritaire, au niveau de la sécurité de l'État, eh bien, il n'est pas exclu que cette armée qui sera en alerte va agir. Merci beaucoup, mon colonel. C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés. Nos techniciens sont à pied d'œuvre pour établir la meilleure connexion entre vous et nous. Et on sait justement le caractère assez sensible des questions militaires. C'est la raison pour laquelle nous réserverons ces questions uniquement et exclusivement à vous, encore que nous sommes un tout petit peu bloqués par le temps. Sans transition aucune, justement, Raoul Lemopi, on a vu durant la session des audiences au Conseil constitutionnel, et notamment cette constitution des dossiers, 83 candidatures et l'une des candidatures qui aura retenu l'attention parce que justement, il y a un propos, une phrase devenue ritournelle, on n'ajoute pas l'argent sur l'argent pour parler du candidat, du référé. Est-ce qu'il devient finalement un véritable symbole de la résilience des Camerounais? Je crois plutôt qu'il est le symbole de la mauvaise gouvernance, de la malgouvernance. Il est le symbole, n'est-ce pas, de ce que le régime de Yaoundé a fait des enseignants. Vous savez que les enseignants sont... restés depuis longtemps les essuie-pieds de la République. La question ne vous a pas été posée pour rien. On sait que vous êtes enseignant et c'est un enseignant de physique. Je voudrais vous dire que le collègue Léopold Besséping fut professeur de physique-chimie au lycée bilingue de Penka-Michel. Il a été l'enseignant, n'est-ce pas, d'une collègue avec qui je travaille au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. Le salaire était suspendu injustement et jusqu'à ce qu'il aille à la retraite sans salaire. Vous pouvez évaluer, n'est-ce pas, les conséquences, n'est-ce pas, de la suspension de solde chez quelqu'un qui a une famille à nourrir. Et je ne peux pas vous dire, n'est-ce pas, l'incidence de cette suspension de solde, n'est-ce pas, sur l'harmonie de sa famille. Et à côté de ça, il a été victime, n'est-ce pas, d'un AVC. Donc il ne faudrait pas qu'on prenne les malheurs des gens, n'est-ce pas, pour les éléments du buzz. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un être fragile
d'un être qui souffre, qui n'est pas le symbole de la résilience, mais qui est plutôt le drapeau, n'est-ce pas, de la misère et de l'ensorcellement, n'est-ce pas, des enseignants. Je le dis avec gravité parce que tout autour de ce collègue-là, il y a comme toute une économie du crime qui se constitue autour de lui. Parce que vous voyez, après les sorties, n'est-ce pas, du collègue Bessiping, on a vu, n'est-ce pas, le ministre Joseph Lé, n'est-ce pas, se mettre en vitrine, je veux dire même se mettre, n'est-ce pas, dans les conditions que je ne veux pas qualifier ici. Oui, vous savez très bien que le cas Bessiping est symptomatique justement de ce que le gouvernement de Yaoundé a juré la main sur le cœur que les enseignants, n'est-ce pas, ne sont pas ou bien ne font pas partie de leurs priorités. Et ce n'est pas un cas isolé, parce qu'il faut bien le savoir. Vous connaissez la cause de OTS. Tout à fait. Pendant les années 2023. Exact. Est-ce que vous savez que le cas Amidou n'a pas encore été soldé? Est-ce que vous savez qu'actuellement où je vous parle, il y a des enseignants, des retraités qui sont sans traitement? Je parle du cas de M. Norbert Nitedem, qui était directeur des écoles publiques et qui est en train de passer plus de 20 ans sans retraite. Je parle de M. Azombou. Je crois qu'il a communiqué, n'est-ce pas, sur les différentes plateformes, n'est-ce pas, destinées aux enseignants. Il a fait 21 ans sans salaire. Mais, et vous venez ici, vous voulez qu'on blague par rapport à ces choses. Moi, je crois que si le ministre de la fonction publique, qui a fait le même cycle pendant le cas Amidou, parce que vous avez vu, ils ont fait le déplacement, ils étaient allés à Garoua, ils ont rassuré la communauté nationale et internationale de ce que dans les semaines qui suivaient, tout devait être réglé. Amidou est mort. Sa femme est incapable de jouir des fruits de son travail. Maintenant, c'est le cas Bessiping. On fait du buzz avec n'est-ce pas, ses souffrances. Pourtant, le problème, c'est un problème de fond. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un qui a travaillé pendant 27 ans ou 23 ans, qui chaque mois a perçu son salaire, à un moment donné, on dit qu'on ne trouve pas ces dossiers, qu'il n'y a plus de traces, n'est-ce pas, dans les machines. Moi, je crois que c'est quand même quelque chose de très grave. Je crois que j'ai été parmi les premiers. Lorsqu'on a voulu, n'est-ce pas, tourner en dérision le problème de Bessiping, j'étais le premier à écrire aux collègues pour leur dire, attention, il ne faut pas rire parce que ce qui arrive aux collègues, n'est-ce pas, est comme l'épée de Damoclès qui pèse sur la tête de chacun d'entre nous. Parce que, voyez-vous, nous sommes là aujourd'hui, sur les plateaux de télévision, à longueur de journée, nous défendons les enseignants, mais ils sont nombreux. La promotion, par exemple, des normaliens de 2023, cette promotion qui est sortie en 2024, à date, n'a pas encore de salaire. Les 738 oubliés, les paiements de rappel, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. À l'éducation de base, je peux vous dire que là-bas, on sort carrément de la marmite pour tomber dans le feu. Moi, je crois qu'il y a des problèmes de fond que ces ministres, au lieu de se donner un spectacle, devraient prendre du recul, essayer de les comprendre et trouver, n'est-ce pas, des solutions structurelles afin que plus jamais on ne puisse voir cela. Parce que moi, je vais le dire, n'est-ce pas, je vais aussi le dire sans phare, je veux quand même dire que le prochain président du Cameroun aura beaucoup à faire parce que le niveau de décrépitude dans lequel le Cameroun est parvenu est tel que s'il n'a pas, n'est-ce pas, les coudées franches pour résoudre les problèmes des Camerounais, on aura comme l'impression que le Cameroun est un État maudit. Donc, sincèrement, je ne voudrais pas faire dans le triomphalisme comme M. Bessiping, j'attends de voir parce qu'il y a des contre-exemples, les cas de Amidou et d'autres personnes qui jusqu'à présent n'ont pas reçu, n'est-ce pas, de solution. Et surtout, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes depuis plus de 4 mois en discussion avec certains membres du gouvernement relativement à l'organisation du Forum national d'éducation qui ne trouvent pas une oreille attentive de leur côté. Et moi, je crois que ce sont des choses, si par exemple, par effet de miracle, on arrivait, n'est-ce pas, à résoudre le problème de Bessiping, je pense que jusqu'à là, il y a encore des choses qu'il faut faire. Raoul Lemopi. Alors, Pierre Claver-Kodo, vous êtes journaliste, vous êtes homme politique également, c'est cette casquette qui nous intéresse. On a justement vu le candidat du référé dire justement que son argent était détenu au trésor public et que par rapport à cela, il ne devait pas ajouter l'argent sur l'argent pour dire que cela pouvait lui exonérer notamment les frais de caution de 30 millions parce qu'il comptait également les intérêts. Quelque chose de logique quand même dans ses propos. Permettez-moi de vous rappeler qu'il suffit d'enseignants. J'ai fait
le collège Vogt de Yaoundé, qui était à l'époque l'un des établissements confessionnels les plus prestigieux de ce pays. Jusqu'à présent, il l'est encore. Voilà, et pendant que j'y étais inscrit, à Séréné, fréquenté dans un établissement confessionnel également, le collège Bénigna d'Études, je ne sais pas si ça existe encore, et mon grand frère fréquentait au petit séminaire de Voli. J'étais fils d'enseignant. Vous savez, la scolarité était payée, puis nous tous, nous étions des internes. Ça suffit que... L'enseignant avec un statut beaucoup plus considéré. Un statut et avait un salaire conséquent, donc il pouvait encadrer sa famille. Mais il va se passer qu'après que le FMI et la Banque mondiale nous a imposé le programme d'ajustement structurel, c'est-à-dire le franc CFA qui sera dévalué, les anciens vont connaître 2 coupes de salaire. 3 coupes de salaire. Donc tu passes de 100 000 à 20 000. 30 000, 20 000. Pourtant, tu as des engagements à la banque. C'était au-delà même de la minorité de bleu. C'est quoi la minorité? Oui. Dans ces conditions-là, ceci n'a pas été révisé jusqu'à aujourd'hui, au-delà des discours. Comme fils d'enseignant, je pense que c'est des gens qu'il faut encadrer parce que ce sont eux qui fabriquent l'élite de demain. Si un enseignant est obligé de racketter ses élèves parce qu'il travaille dans des conditions extrêmement difficiles, inhumaines même à la limite, comment vous imaginez quelqu'un sans salaire pendant 21 ans et il forme des hommes pendant 21 ans? Il va former quel type de... Est-ce que quelque part, ça ne peut pas agir sur le personnel lui-même? Ça peut l'amener à devenir tellement grincheux et puis faire empathie. Il perd ce qu'il a de plus cher, c'est de la volonté de former les hommes. Oui. Moi, j'aime souvent prendre des exemples des autres pays. Est-ce que vous savez que lorsque vous arrivez dans un parking d'une école primaire en Chine, vous avez des gros cylindrés? Ces cylindrés appartiennent aux enseignants. Alors, il fut justement une époque dans ce pays, tous les enseignants étaient véhiculés. Et justement, la marque du véhicule qui était propre aux enseignants, la 504 et la Renault 12. Exact. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est cette déconstruction imposée par le FMI à la Banque mondiale qui continue et dont nos autorités ne sont pas capables de se défaire. Même les ministres n'y peuvent rien. La seule personne qui devrait prendre ses responsabilités par rapport à cet embrigadement de notre économie, de notre société, c'est le chef de l'État. Non, il y a aussi un problème. Pourquoi ce ne sont que les enseignants qui ont subi les effets ravageurs de cette coupe sombre? Parce qu'on n'a pas le sens de la... Pourquoi on n'a pas coupé pour les militaires, pour les policiers, pour les magistrats? Au contraire même, au contraire, on a relevé pour eux, parce qu'on n'a pas de respect pour les enseignants. C'est-à-dire qu'on n'a pas la volonté de construire une société digne de ce nom. Voilà. Or, l'enseignant est au centre. Moi, c'est les marqueurs de la dictature. Oui. L'enseignant au centre des mutations profondes dans une société donnée. C'est pour ça que je peux citer le cas de la Chine, par exemple, où dans la cour de récréation, ça c'est leur culture, dans la cour de récréation, l'élève ne doit pas fouler aux pieds la silhouette de son enseignant. Alors, vous imaginez tout ça? Comment est-ce qu'au Cameroun, nous sommes incapables de prendre des bonnes décisions simplement parce que nous sommes gouvernés par des vassaux de la France? Merci Pierre Claver. C'est la réalité. Pierre Claver. Tous les domaines sont impactés. Quand vous parlez des routes, moi je viens de faire Yaoundé-Douala en 10 heures de temps. Vous imaginez? Vous également, 10 heures de temps. 10 heures de temps. 250 km en 10 heures de temps. Soyons quand même sérieux. Merci. Voilà donc les prochains chantiers. Est-ce que c'est toujours la France? Merci Raoul. Parce qu'au moment où on coupait les salaires, c'est en ce moment que les pontes du régime se sont suffisamment enrichis. Merci beaucoup. Merci, c'est suivi. Oui, en 30 secondes. 30 secondes. Oui. C'est un système que nous héritons de la colonisation. Ceux qui nous gouvernent ne sont pas là pour nos intérêts. Est-ce que c'est ce qu'on fait aussi en France? Je dis, ceux qui sont là. Je dis que ceux qui font pour nous là, donc c'est comme ça que les patrons font aussi en France. Mais les Français aiment leur pays. Toi, tu aimes ton pays par rapport à quoi? C'est donc le problème de ceux qui gouvernent. Le problème des enseignants, le problème de la pauvreté, de l'appauvrissement des enseignants est en fait l'histoire de la paupérisation voulue et souhaitée par le régime. Merci Raoul Emopi, c'est suivi. Pierre Clavier, merci beaucoup. Alors justement, Charles Cacharel Fogan, on a vu justement que les réseaux sociaux et la presse, dans une certaine mesure, ont pris ce problème, notamment de Léopold Bessiping, au sérieux. Et justement, on a vu que le candidat du référé a été appelé par le MINFOPRA et ensuite il a été reçu par le MINFI. Est-ce qu'on peut saluer les efforts de la presse dans ce combat? Non. Il faut être honnête, la presse n'a pas fait son travail. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, la presse, véritablement, ne joue pas le franc jeu. Ça, c'est clair. Et ça a regretté. On a l'impression que c'est une presse
qui véritablement a pris le parti des forts. Des oppresseurs. Des oppresseurs, je vais dire cela. Ce n'est pas la réalité. C'est monsieur BCP. Il a été tourné en dérision. Au Conseil constitutionnel. Il a été humilié partout. Alors justement, au Conseil constitutionnel également, c'est pas seulement le président du Conseil constitutionnel. on a vu comment il a été grondé. C'est pas seulement là-bas. Oui, écoutez, avez-vous vu la presse se lever, se mobiliser pour dire non? Qu'un citoyen quand même doit pas vivre cela. Chassé par le président du Conseil constitutionnel. Mais qu'est-ce qu'on a pu vivre? Ramassez votre sac. Vous avez un Camerounais, imbu de sa personne qui dit je prends l'affaire de ce monsieur encore demain, vous le verrez, il va l'amener. Et vous avez des ministres qui sont venus encore une fois, je ne sais pas si c'était se moquer, l'humilier davantage en faisant des photos et tout le reste. On vous dit que le ministre des Finances, depuis quel pays, a donné des instructions pour qu'il soit reçu. Quand vous le regardez même, c'est un monsieur détruit. Je dis, la presse il faut d'abord le reconstituer. La presse n'a pas joué franc jeu. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, il est devenu, je sais pas, c'est un monsieur détruit. C'est un sujet de raillerie sur les réseaux sociaux. Le vêtement qu'il porte, on vous dit aujourd'hui que c'est devenu un peu... une sorte de marque déposée. Une marque déposée, mais la marque de quelqu'un qui a faim. La marque de quelqu'un dont on a de la misère. C'est un peu cela. J'ai dit, aujourd'hui, la presse, comme dans l'avocature, est du côté des faibles. Mais on n'a pas souvent l'impression que c'est cela. C'est les faits. Parce que ce monsieur-là, comme on a dit Raoul ici, comme on a dit les autres, il est un peu le symbole du mal-être des enseignants. Il est le symbole des actes malfaisants de ceux qui nous gouvernent. Et on devrait donc s'en appuyer comme ça pour faire des enquêtes sur la condition de l'enseignant. Sur cette problématique de coupe de salaire du jour au lendemain où les salaires sont suspendus. Donc, c'était un prétexte effectivement pour aller enquêter en profondeur. Mais avez-vous vu les médias vraiment s'intéresser à cela ainsi? Non. Et parmi ceux qui ont coupé son on s'est condamné des faits divers. On s'est condamné dans des faits divers. Non, ce n'est pas un fait divers. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, moi je ne peux pas donner le laurier à la presse pour avoir traité ce sujet. Je dis, la presse a manqué de faire ce qu'il fallait faire. Charles Cacharel Forgan, vous êtes tellement remonté. Est-ce que ça va aller? Ah, mais non, c'est parce que parmi ceux qui ont coupé son salaire, il y en a qui auraient pu être ses élèves. Oui, je veux qu'on en soit ainsi. Ils n'ont pas rétabli. Il y a un artiste qui dit, est-ce qu'un enseignant devait souffrir dans ce monde? Avec tous ces gens qui ont été enseignés, vous savez que je suis par ailleurs enseignant. Tout à fait. Donc, on l'a dit dès l'entame de l'émission. Donc je lis un peu la trajectoire de ce monsieur. J'essaie un peu de me mettre à sa place. Je me dis, ce qui lui est arrivé aurait pu arriver à moi, à tout autre Camerounais. Bon, on parle des enseignants. Même dans d'autres corps de métier, notamment ceux qui travaillent à la fonction publique, il y a ces cas-là. Dans le privé, c'est encore plus grave. C'est grave. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la condition du Camerounais, du travailleur camerounais qui est ici mise en exergue. Il faut qu'on s'y intéresse. Il faut que les journalistes, parce qu'ils ont un peu ce pouvoir-là, s'y intéressent. Il faut que ceux qui gèrent ce pays, ceux qui gouvernent, s'y intéressent. Il faut également que les citoyens ordinaires marquent, c'est pas, un pas pour regarder vers cette catégorie de personnes-là qui assez souvent souffrent et qui souffrent dans leur pompe chère. On en est là aujourd'hui. Et voyez-vous, le 12 octobre, vous allez voir, ces gens viendront demander les suffrages de ces enseignants, les suffrages des fils des enseignants, les suffrages de ceux qui ont été enseignés. Et à la on ne peut pas leur donner le suffrage. Et enfin, vous voulez nous dire qui ceux-là les ont votés? Monsieur Ngafonga. Qui pourrait bien voter? Je peux déjà vous dire qu'on ne va pas leur donner nos suffrages. Non. Ok. On peut pas le dire. Non, je peux déjà vous dire cela. C'est vous qui le dites. Non, je peux déjà le dire. Merci beaucoup. Je peux déjà le dire. Justement, merci beaucoup, Raoul Emopi. Monsieur le combattant, l'activiste social, le résistant, André Blaise Essama, vous avez vu notamment l'image du candidat du référé, Léopold Bessiping. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un combattant qu'il faut ériger pratiquement en modèle de résilience et surtout de courage? Parce que bon nombre de personnes s'attendaient à ce qu'il plie, mais il n'a pas plié avec son sourire qu'il a toujours habité. Aujourd'hui, il est pratiquement écouté par les organes qui nous dirigent, notamment le MINFOPRA qu'il a reçu et aussi le MINFI. J'aimerais être sincère en demandant que les Camerounais élèvent le niveau d'amour. Parce que si nous ne nous aimons pas, nous allons continuer de descendre. Cette élévation de l'amour entre Camerounais doit permettre à ce que nous sachions exactement qu'est-ce qu'un enseignant qui est manipulé dans un système de roublardise. Parce qu'en réalité, au lieu de servir la collectivité, on veut servir les individualités. C'est ça. Et c'est très dangereux pour un peuple d'avoir ce genre de dirigeants
qui braque carrément la satisfaction individuelle au détriment de la satisfaction collective. Si j'en parle, j'aimerais peut-être essayer de rappeler, tu combats, tu meurs, tu ne combats pas, tu meurs. Après l'avoir dit, M. Bisepi a fait ce qu'il pouvait faire pour dire, voilà un enseignant, comme Oumiobe, lui-même était enseignant, comme Wandie, comme toutes ces personnes qui sont des héros. Parce qu'en réalité, nos enseignants, malheureusement, ont perdu cette flamme que nos héros avaient d'antan. Ernest Wandie, c'est lui qui part prendre les armes en Algérie pour dire non à la France, de ne pas installer de base militaire. Le contexte a changé quand même, il faut rappeler. J'aimerais insister. On était dans un contexte indépendantiste. Je suis aujourd'hui, on est en démocratie. Mais permettez-moi, parce qu'il y a un ministre qui est intervenu, qui a carrément voulu condamner Ernest Wandie d'avoir pris les armes. Et je rappelle qu'à un moment donné, dans une vie d'une génération, les armes peuvent être également celles de la communication, comme Balafon. Il faut effectivement que nous parlions de son cas, mais de quelle manière? De manière à satisfaire, comme les enseignants qui sont ici sur le plateau, l'élévation du standard de l'enseignant et surtout connaître son statut. La priorité du président Paul Biya n'a jamais été de permettre à ce que le ministère de l'enseignement et de tout ce que... Vous voyez combien d'années fait par exemple M. Famdongo les affaires des ordinateurs. Donc, rendons-nous compte. Regardons les établissements scolaires. À quoi ressemble-t-il? Et regardons exactement. Est-ce qu'il y a même une université où Miobe, Ernest Wandie, est-ce qu'il y a certaines choses qui rappellent cette flamme que nous voulons allumer et qui doit bâtir le citoyen de demain? C'est ce qu'il y a comme problème. Une seconde, pouvez-vous mettre un peu de l'eau à votre vin? Vous savez, tout à l'heure, on n'a pas voulu dire qu'on attend, n'est-ce pas, que le président de la République, n'est-ce pas, se rétablisse un peu pour donner les machins, on dit quoi, les armoiries, ou bien quoi? Les attributs? Les attributs, c'est moi que j'ai cherché. Les attributs aux généraux, parce que vous savez qu'au Cameroun, il est le ministre de la Défense, n'est-ce pas? Le président de la République est ministre de la Défense. Il est le chef suprême des armées. Le ministre de la Défense, parce que l'autre est ministre délégué. Oui. Donc, il est ministre de la Défense. C'est là pour dire quoi? C'est là pour dire qu'on n'a jamais vu le président de la République, n'est-ce pas, présider une sortie des enseignants à l'école normale supérieure. Jamais! Et continuons, allez voir pire. La priorité n'est pas l'enseignement pour le président Paul Biya. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque on ne reçoit pas les états généraux de l'enseignement, on ne fait pas en sorte que le standard, regardez, comparez un peu le salaire des enseignants camerounais par rapport à ceux, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Mais c'est honteux pour le Cameroun de prétendre être une nation qui veut, comme le président Paul Biya dit, avoir des grandes réalisations. Mais de quelles réalisations parle-t-il? Les réalisations des enseignants qui aujourd'hui sont en train de faire des notes, tableau que vous avez présenté. des notes sexuellement transmissibles comme dans les universités où on voit aujourd'hui toutes les jeunesses en train de partir au Canada. En fait, il faut rappeler que le fondement d'une nation passe par l'éducation. Et c'est ce problème-là. Vous voyez votre plateau ici à Balafon. Vous êtes totalement doté de tout ce qui prouve que l'enseignement n'est pas une priorité. Regardez les herbes, la forêt, regardez les plaques, la couleur, tout ce qui montre que effectivement ce n'est pas sa priorité. Et où est donc sa priorité? Et je voulais en finir par là. La priorité, c'est de rester et de diriger les Camerounais contre leur véritable enjeu. C'est-à-dire, franchement, l'enjeu de demain, c'est de construire un citoyen digne. Mais Paul Biya a tout fait pour que nous soyons dans la poubelle de l'histoire. Non, c'est ce que vous dites. Justement, parce qu'avec Paul Biya, on a vu que les écoles ont été multipliées, les universités, on est passé de l'université du Cameroun justement à 11 universités d'État aujourd'hui. Les universités privées, les écoles privées sont partout, ça pilule à profusion. Chaque village a son lycée, ainsi de suite. Donc on ne pourrait pas le dire de manière péremptoire. Madame, messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de Accent 237. Merci à vous, Raoul Lemopi, d'avoir honoré à ce rendez-vous. Pierre Claver, merci infiniment. Vous avez fait des pieds et des mains pour être là, parti de Yaoundé pour Douala en 10 heures de temps. Vous êtes avec nous, merci. Merci aux combattants André Blaise et Sama, résistant activiste social. Merci à l'enseignant de journalisme et journaliste lui-même, Charles Cacharel-Fogran. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous également d'avoir regardé cet autre programme. On vous donne rendez-vous certainement dimanche prochain, mais gardons à l'esprit. À un moment donné, il faut lutter. Comme disait le pasteur Neumoller, ils sont venus arrêter les Juifs. Je n'étais pas juif. Jusqu'au jour où ils sont venus m'arrêter, il n'y avait personne pour me sauver. À dimanche.